Bonjour à tous, nous y voilà, ravis de vous retrouver pour cette 5e édition de Future of Finance. Je vais vous accompagner durant toute la journée et même au-delà, parce que finalement, et c'est ce qu'on va vous expliquer là dans ce propos préliminaire, on a fait comme vous. Et à partir du moment où le digital est là, il suffit d'appuyer sur le levier et il nous emmène très très haut. Là, vous allez rencontrer d'une certaine manière 60 speakers, 30 partenaires innovants, 9 ateliers thématiques, 100 sessions de benchmarking sur mesure. Ça, si c'est pas digital, personne ne sait faire. Et vous êtes plus de 1000 directions financières inscrites pour ce Future of Finance. Loïc Vuichard, évidemment, c'est vous qui êtes le chef d'orchestre de l'ensemble de cette opération. Quelles sont les clés de cette nouvelle édition et de cette 5e édition? Alors, je suis le chef d'orchestre, oui, merci Stéphane, avec Deloitte et avec un comité éditorial. Ouais. L'édition, la 5e édition comme les autres, est co-construite avec une trentaine de directions financières, avec qui nous avons défini finalement trois objectifs fondamentaux. Le premier, c'est déjà de confronter les retours d'expérience. Le but, et c'est un peu notre ADN, c'est de pouvoir faire en sorte que les plus matures puissent inspirer ceux qui se posent des questions, ceux qui doivent relever des défis. Le deuxième objectif que l'on a défini ensemble, c'est de prendre des raccourcis, surtout dans cette phase où les budgets sont resserrés, les décisions sont un petit peu tendues. On a voulu aller à l'essentiel et prendre les meilleures pratiques. Troisième objectif, c'est de pouvoir aider les directions financières à s'y retrouver dans cette jungle d'éditeurs, cette jungle d'innovation pour aider les directions financières à faire les bons choix. L'agenda. Parce que c'est une semaine, c'est pas une journée, c'est une semaine. Hein, exactement. Voilà. Édition de tous les records. On appelle ça la FOF Week, Future of Finance Week. On commence tout de suite. Tu commences d'ailleurs, Stéphane, tout de suite après. On commence fort avec Frédéric Oudéa, directeur général de la Société Générale, qui sera un peu le parrain de cette 5e édition. Ensuite, on fera une overview, un point de vue, un panorama avec nos associés de Deloitte, Gauthier Rich, et une table ronde à 9h30 précise de très haut niveau avec Ikea, L'Oréal et l'AIFE, l'Agence informatique financière de l'État. Pourquoi ces trois entreprises? Rapidement, Ikea, il réinvente un modèle extraordinaire, il ne faut absolument pas rater ça. Arnaud Legrain, DG opérationnel finance de L'Oréal, il va nous présenter quelque chose qui est unique, c'est cette capacité à faire le green finance au sein de la direction financière. C'est une première. Nomination d'un Chief Sustainable Finance Officer. Voilà, donc voilà. Il va tout nous présenter. Donc ils sont vraiment en avance, à la pointe. Hein, c'est l'ADN de Future of Finance et c'est une belle illustration. Et l'AIFE, Régine Diani, qui pilote finalement le plus gros projet de transformation. Les chiffres donnent le vertige, mais je vous laisserai découvrir ça à 9h30 précise aujourd'hui. Ensuite, et je me permets de dire, si vous pensez du mal de l'administration, et sans doute vous êtes un certain nombre à le penser, vous allez changer d'avis radicalement grâce à Régine. Voilà. Bon, 9h30. Ensuite, à 10h30, une heure après, on va se diviser en ateliers, en tracks thématiques, 8 tracks thématiques, 8 ateliers, vision, posture, agilité. On va décortiquer, analyser la globalité des grands mouvements de cette transformation de la fonction finance. On va mélanger experts Deloitte, solutions innovantes, retour d'expérience de ceux qui sont particulièrement en avance. Voilà, c'est le programme des 8 ateliers. Et à 14h, un point qu'il ne faut absolument pas rater également. C'est unique, une première mondiale, tu le soulignais. Un face-à-face Oracle SAP, le patron de SAP France, la patronne de Oracle France, qui va se livrer avec nous à un débat sans tabou sur leur vision, leurs convictions, leurs véritables différences. On aborde tous les sujets, hein. Le cloud, le business case, très challengé, la vision du futur, voilà. Vendredi 6, lundi 9, ça continue. Donc 14h, Oracle SAP. Vendredi 6, lundi 9, ça continue. Ça continue avec le benchmark meeting. C'est unique, c'est 100 micro-sessions. Chaque direction financière pourra constituer un programme sur mesure en fonction de leurs enjeux prioritaires. Et donc, ça se construit évidemment, ce programme, sur futureoffinance.fr, où tout est détaillé.
Voilà. Et puis l'après-midi du 10 novembre, pour terminer. On continue sur des one-to-one. Là, c'est pour aller un cran plus loin sur les bonnes pratiques, des one-to-one personnalisés en fonction des enjeux. Et donc, on introduit notre... Samy qui nous donne l'impulsion. Et à travers Samy, je voudrais aussi remercier la globalité de nos partenaires. 30 partenaires qui nous suivent sur cette opération. Deloitte donne l'impulsion porteur depuis le début. Alors, on en est assez fiers avec Samy parce qu'on a commencé dans les sous-sols de Deloitte, dans des salles de réunion. On enlevait les chaises pour pouvoir faire cette première édition. 30 partenaires qui s'affichent à l'écran. Ils nous ont renouvelé leur confiance, ils l'ont confirmé. Et ils sentent bien que là, les directions financières sont à un moment de transition vis-à-vis de ce mouvement de digitalisation. Mais je vais laisser Samy nous en parler quelques mots. Oui, justement. Donc, Samy Rahal, qui est le CEO de Deloitte pour la France et pour l'Afrique francophone. Donc, qu'est-ce que vous y mettez dans ce Future of Finance, Samy? Pourquoi est-ce que c'est important pour vous que ça ait une résonance particulière? Bonjour Stéphane, tout d'abord, merci Loïc et bonjour à toutes et à tous. Ce moment est particulier pour Deloitte. Les directions financières ont toujours été au cœur de nos préoccupations, c'est notre ADN, au cœur de nos métiers également. Ouais. C'est un premier point. Notre capacité à adresser l'ensemble des enjeux de ces directions financières nous rend incontournables sur le sujet du devenir de la fonction. Dans ces conditions, pour cette 5e édition de Future of Finance, nous sommes absolument convaincus que cette nouvelle forme digitale, la FOF Week, je viens de l'apprendre, va à nouveau montrer sa pertinence et accroître, parce que chaque année, le succès est croissant, l'intérêt de la communauté de la fonction finance. L'une des clés de cette FOF Week, c'est quand même le choc encaissé par l'ensemble du monde business, mais la façon finalement dont les directions financières ont permis à la planète de continuer à tourner. Est-ce que les demandes qui vous sont faites à vous, Deloitte, ont justement évolué au regard de ce choc? Le Covid, la crise, la pandémie que nous avons vécue a renforcé des priorités, mais ne les a pas fondamentalement bouleversées, changées. Ouais. Ce que l'on constate, c'est une accélération de la transformation, une accélération du besoin de transformation, mais également l'opportunité de transformer plus vite. Ces deux éléments sont extrêmement importants. Pour les directions financières, on observe des tendances fortes, renforcement de la digitalisation, évidemment, avec la nécessité de travailler dans toutes les situations, et la fonction finance l'a démontré avec succès. Renforcement du besoin de visibilité face aux incertitudes, besoin en temps réel de simulation, de tirer toute la valeur de la donnée, renforcement de l'agilité et de la réactivité avec de nouvelles modes d'organisation, de nouvelles méthodes de travail, la nécessité de se poser des questions sur le make ou le buy, sur l'allègement des bilans, mais c'est aussi le renforcement des modes de collaboration au travers du télétravail, comme nous l'avons vécu, le besoin de piloter des équipes à distance, et c'est enfin le renforcement également du pilotage des risques en anticipation plus qu'en réaction. Justement, Deloitte avance sur deux jambes. Il y a la stratégie conseil, il y a la stratégie audit. Comment est-ce qu'on jongle entre ces deux dimensions quand on est en période d'incertitude? Alors, peut-être une remarque liminaire avant de répondre à votre question, Stéphane. Nous sommes une firme d'audit et de conseil et très attachée à cette pluridisciplinarité. Elle est importante parce qu'elle crée de la valeur pour toutes les parties prenantes. Les régulateurs en ont convenu et cette pluridisciplinarité est clé. Ce qui est difficile depuis 2-3 ans et qui va perdurer pendant 3-4 ans, ça n'est pas tant la pandémie qui est une crise majeure que l'empilement en France de réglementations européennes, rotation obligatoire et française, la spécificité du co-commissariat aux comptes. Face à cela, nos clients, grands groupes, sont face à une situation inédite de devoir changer leur collège de commissaires aux comptes, en même temps, successivement, dans un univers de grands cabinets qui est, c'est vrai, restreint. Nous travaillons à leur côté pour trouver la meilleure solution pour eux et, bien entendu, en fonction de ce que nous pouvons leur apporter en termes de valeur, dans un rôle ou dans l'autre, le choix est le leur et nous sommes en constant dialogue avec les directions financières et les directions générales sur ce thème. Donc au début de cette journée particulière, de cette semaine particulière, s'il y avait un message pour vous à faire passer aux directions financières dans ce qui va être quand même la construction d'un monde différent, on peut le mettre dans tous les sens, même si c'est accélération de tendance, les choses vont être différentes s'il y avait un message. Incertitude certes, mais message d'optimisme. Tout d'abord, la fonction finance sort grandie de l'épreuve traversée. Elle n'est pas terminée, certes, mais sort grandie. Les enjeux à adresser
sont majeures. Et parce qu'elle sort grandie, les attentes ont augmenté également. La fonction finance se trouve face à un monde effectivement très différent. Chez Deloitte, nous lançons un projet d'entreprise qu'on appelle Tech. T pour technologie, E pour engagement sociétal et environnemental, CH pour capital humain. Technologie sans talent, ça ne va nulle part. Mais les attentes vis-à-vis des entreprises sur le sujet de l'engagement sociétal et environnemental est clé. Et bien entendu, pour les directions financières, la finance verte, responsible finance, ces sujets sont clés. Et ce qui était une tendance de fond, ça n'est pas nouveau non plus, s'accélère, ces exigences croissantes sont là, mais je suis persuadé que les directions financières vont les adresser et nous serons à leur côté pour répondre à ces enjeux. Merci Samy, merci donc Samiral, merci Loïc. On va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. On démarre. On démarre avec un homme qui, des crises, il en a encaissé, là pour le coup. Il a pris la direction de la Société Générale en 2008. Vous étiez entre les subprimes et l'affaire Kerviel en ce qui le concerne. Et pourtant, vous allez le voir, cette crise-là est peut-être pour lui la plus dure. Il a été lui aussi comme vous, à la manœuvre pour faire en sorte que le monde économique continue à tourner. Frédéric Oudéa, qui nous a reçus dans ses bureaux à La Défense. On se retrouve donc avec Frédéric Oudéa. Merci beaucoup de nous recevoir, Frédéric Oudéa, directeur général de la Société Générale. Je disais là, il y a un instant que des crises, vous en avez traversé. Est-ce que ce n'est pas la plus incertaine de toutes ? C'est sûr que le niveau d'incertitude reste aujourd'hui extraordinairement élevé et c'est surtout une crise très, très multiforme, globale et au fond qui touche aussi la santé des personnes. Oui, tout à fait. Et c'est en cela qu'elle est très singulière pour nous. Et derrière, avec des conséquences économiques potentiellement, encore une fois, très, très sérieuses. Donc c'est vrai que c'est une crise qui est plus multidimensionnelle en quelque sorte que les précédentes. Et puis qui reste effectivement incertaine, même si quand même, je pense qu'on peut s'inscrire dans l'idée que le système de santé mondial saura à un moment apporter une réponse. Alors, le système financier mondial apporte une réponse. Il faut là-dessus, pour le coup, lui rendre hommage. Mais est-ce qu'il a encore les moyens d'encaisser des coûts qui peuvent peut-être encore durer, on n'en sait rien en fait, 2, 3, 6 mois? Oui, tout à fait. Et ça, au fond, c'est une des bonnes nouvelles dans cet environnement un peu anxiogène. Le système financier a parfaitement joué son rôle. Le rôle du système financier, au fond, a été mis en avant dans l'apport de liquidités, de financement. On a été en quelque sorte des pompiers. Et ça, c'est quand même aussi grâce à l'intervention des pouvoirs publics, que ce soit les gouvernements ou les banques centrales, qui ont immédiatement agi. Et vous allez voir qu'en fin d'année, vous aurez des banques qui auront eu des performances très résilientes, des niveaux de capital très élevés. Alors, vous savez, le niveau de capital, c'est ça qui reflète la solidité des banques. Et les banques n'auront jamais eu autant de liquidités, c'est-à-dire qu'elles ont amassé de l'argent dans leurs comptes comme jamais. C'est à la fois l'épargne des Français, c'est l'épargne des entreprises qui ont, elles aussi, mis en place des financements par prudence. Et puis, c'est d'une manière générale l'épargne apportée et la liquidité apportée par les banques centrales. Donc oui, le système financier est capable, y compris en 2021, d'absorber, le cas échéant, des défauts si la situation économique restait difficile. Juste un mot, parce que je sais que les agences économiques, on dit ça en économie, qui nous écoutent, directeurs financiers, parfois peuvent justement s'inquiéter de cette masse de liquidités émise par les banques centrales. Pour vous qui pilotez cette liquidité, il y a des signes de fragilité quelque part qui pourraient apparaître ? Pour l'instant, vraiment, encore une fois, et ça c'est un des grands succès, je répète, aucune trace majeure dans le système financier, que ce soit le système bancaire ou les marchés qui fonctionnent. Alors, ce qui est vrai en même temps, c'est que cet apport de liquidité crée quand même des valorisations, des bulles assez considérables, et notamment sur les marchés boursiers. Et selon les classes d'actifs, ça varie, mais ça, c'est peut-être un facteur de fragilité. Parce que si la confiance, à un moment, venait à disparaître, il est probable qu'on puisse avoir des corrections boursières très importantes. Mais en tout cas, jusqu'à présent, le crédit, les actions, finalement, on est revenu à des niveaux très élevés. Et c'est important quand même, parce que ça donne confiance aux agents économiques de pouvoir financer leurs projets, d'avoir la sécurité de leur trésorerie. Ouais, c'est ça. Comment est-ce que... Alors, on a beaucoup raconté votre mobilisation, et notamment autour des prêts garantis d'État. Maintenant, dans ce qui est quand même une deuxième phase, comment est-ce que vous pouvez continuer à soutenir l'économie et à soutenir les entreprises ?
Alors, c'est une deuxième phase qui va peut-être être, au fond, encore plus difficile pour nous, parce qu'il va falloir maintenant, effectivement, au-delà d'éteindre des incendies, le cas échéant, apporter la sécurité, l'assurance, grâce à la liquidité des PGE. Et comme vous l'avez dit, c'est près de plus de 120 milliards d'euros qui ont été mis à disposition de près de 600 000 entreprises. C'est quelque chose de considérable. C'est les solutions structurelles. C'est donc, et cette crise touche de manière très inégale les secteurs, et même au sein d'un même secteur, les différentes entreprises, pour des raisons qui sont liées à un business model existant, historique. Et voilà, c'est la vie, c'est la fatalité. Et donc nous, il va falloir qu'on apporte, on aide à apporter des réponses structurelles qui peuvent être de nature très différente. Renforcement du bilan, et on travaille de ce point de vue avec les pouvoirs publics. Et ce renforcement du bilan, ça peut être via des mécanismes de marché, accès à la bourse, on émet du capital, ou des fonds d'investissement, du private equity qui va jouer aussi là un rôle important, et puis peut-être un instrument spécifique pour des entreprises de taille plus modeste sur lequel on travaille et on affine le dispositif. Et ça, c'est une manière de dire, bah voilà, ok, il y a eu un choc, une perte de substance, mais on la compense. Le PGE va permettre aussi les choix, et ce sera à la main de l'entreprise, l'étalement de la créance. Et puis bien sûr, on va continuer, nous, à jouer notre rôle de financeur des projets. Et ça, c'est important, justement, qu'on ait à la fois capital et liquidité pour accompagner les entreprises qui vont, à la sortie de cette crise, vouloir investir, qui, le cas échéant, vont vouloir aussi acheter d'autres entreprises et consolider des secteurs. Ouais. On le sait, il y a certains secteurs qui ont probablement besoin de consolidation. On cite en permanence le secteur aéronautique et les équipementiers de l'aéronautique, avec peut-être des enjeux de taille. Et donc là aussi, on peut aider à forger ce type de mouvement. Bref, nous serons là et on va avoir un rôle considérable à jouer, que ce soit vis-à-vis des tout petites entreprises, et là je pense au tissu granulaire, y compris des commerçants, des professionnels, comme des ETI et des grandes entreprises. Ce qui, quelque part, peut amener, enfin ça peut être un mal pour un bien, dans effectivement cette idée de culture de fonds propres, comme on le dit aujourd'hui, qui a manqué un petit peu aux entreprises françaises. Et là, on pourrait avoir un renforcement de ces fonds propres et donc sans doute davantage de solidité à l'avenir. Est-ce que c'est... Ça, c'est un des grands enjeux. Voilà. Ouais, c'est un des grands enjeux. Et c'est vrai qu'à la sortie de cette crise, un des problèmes majeurs, c'est l'augmentation de la dette. Ouais. Que ce soit la dette des agents privés et c'est vrai des entreprises. Alors, il faut le nuancer parce qu'il y a énormément de dépôts aussi. Et donc, en France notamment. Et il faut nuancer le propos aussi parce que les entreprises françaises s'endettent aussi au siège et puis irriguent leurs filiales étrangères de ces financements. Bref, cette photo instantanée de la dette doit être complétée de l'analyse de la trésorerie. Et de ce point de vue, là aussi, les dépôts des entreprises augmentent dans des proportions considérables. Mais néanmoins, oui, augmentation de la dette des agents privés, et notamment des entreprises, et bien sûr des États. Bref, il va falloir aussi qu'on absorbe justement cette bulle de dette petit à petit, avec le temps, et avec le bénéfice, par contre, d'un coût de cette dette qui est ridiculement bas. Donc ça, c'est formidable, c'est les banques centrales qui apportent ça. Et pour parler comme Christine Lagarde, votre conviction, c'est ridiculement bas pour très, très, très longtemps. Voilà. Parce que de toute façon, les États ne peuvent pas se permettre une augmentation des taux. Donc, moi, quand je pense à des taux bas, et je pense au moins une perspective de l'ordre d'une dizaine d'années, ça va au-delà de 5 ans. Bref, de ce point de vue, c'est quand même là aussi un confort, me semble-t-il, pour les entreprises. Et je pense que les banques centrales sont capables d'apporter des réponses pour maintenir cette situation. Ensuite, effectivement, il faut probablement avoir des structures financières à terme qui soient plus équilibrées, parce qu'un jour, peut-être quand même que les taux finiront par un peu remonter. Et bien entendu, si les bilans sont trop fragiles, là, ça peut mettre en difficulté un certain nombre d'entreprises. Et cette culture de fonds propres, le point de départ, le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'épargne et de culture de l'investissement en actions. On le sait, en Europe en général, et en France en particulier, il n'y a pas de fonds de pension qui investissent dans les actions. La culture de l'épargne en France, c'est plutôt de l'immobilier ou de la dette souveraine. Alors, ce qui va se passer quand même dans les prochaines années, c'est que ça ne rapportera pas grand-chose, la dette souveraine, proche de zéro, concrètement, avec ces taux bas. Et puis l'immobilier, peut-être qu'un jour, à un moment, les gens se diront quand même, attention, est-ce que c'est le moment d'acheter? C'est peut-être un peu cher. Bref, j'aimerais voir un peu plus d'argent en matière de l'épargne des Français aller vers les actions. Mais là, ça demande beaucoup plus que ce qu'on fait aujourd'hui, peut-être dans une vision européenne. Et c'est quand on parle de marché de capitaux, l'union des marchés de capitaux en Europe, c'est aussi ça. Est-ce qu'on sait créer aussi des instruments d'épargne à vocation européenne et pas seulement française, qui attirent de l'argent et puis qui puissent investir dans des actions. Mais derrière, c'est les marchés de capitaux, c'est les bourses,
c'est les cotations d'entreprise. Enfin bref, c'est un mouvement qui va prendre beaucoup de temps, malheureusement. Cette session de Future of Finance, au-delà donc de ce qu'on vient de dire, a finalement deux thématiques, la transformation digitale et puis la transition énergétique. Transformation digitale, vous l'avez dit une fois, Frédéric Oudéa, une banque, ce n'est que du digital, en fait. Ce ne sont que des 0 et des 1, hein, c'est votre conviction. Dans la partie, il y a des banquiers, il y a des hommes et des femmes. Oui, il y a des par hommes et des contre, femmes. Nos usines, ce sont des systèmes d'information, Ouais. et nos produits, au fond, ce sont des contrats de confiance, des relations qui se traduisent par de la manipulation de données. Vous avez plongé dans la transformation digitale il y a de très nombreuses années. Si il y avait, je ne sais pas, 2-3 leçons que vous avez en tête aujourd'hui pour aider justement ces directions financières qui sont en train d'accélérer leur transformation digitale. Alors d'abord, je trouve que vous avez choisi les deux bons thèmes. Super. Le digital et les enjeux de RSE et notamment de climat, quand je pense à ce moment charnière que l'on vit avec cette crise et qui va accélérer des tendances, je trouve que c'est des deux grandes dimensions. Et en tout cas, certainement, celle qui vous préoccupe, vous, mais qui aussi nous préoccupe et que j'inscris au cœur de notre stratégie des 10 prochaines années. Alors sur le digital, je vais être très très modeste, hein, parce que c'est des enjeux complexes et comme je nous décris souvent, on est passé, on était un bébé et un enfant, on est maintenant un adolescent qui a connu une belle poussée de croissance, mais mon ambition à 5-10 ans, c'est de passer à l'âge adulte, donc de donner un plein effet à l'utilisation des canaux digitaux dans nos business models. Alors d'abord, je pense que ce qui est clair, c'est qu'il faut bâtir des fondations solides. Et quand je dis ces fondations, c'est à la fois des architectures informatiques, c'est des infrastructures autour du cloud, alors cloud privé ou public, à vous de faire les choix selon vos stratégies. Mais en tout cas, c'est compliqué de s'inscrire dans une pleine efficacité de cette technologie digitale sans avoir bâti ces fondations. Et ça prend du temps. Ça dépend évidemment de l'ampleur de vos systèmes d'information existants, parce que plus on a à transformer, plus c'est coûteux et plus ça prend du temps. Si vous partez de zéro, c'est un peu plus simple. Mais en tout cas, il faut bâtir ce socle très, très, très structurant. Et ensuite, c'est des enjeux de culture. Et la bascule dans les cultures qui fait que vos collègues des métiers, vous-même en tant que directeur financier, l'ensemble des parties prenantes ou des collaborateurs de l'entreprise vont basculer dans une manière différente de penser leurs activités, en partant notamment de la donnée. S'il y a un enjeu clé, c'est les données comme un capital susceptible d'être utilisé dans le respect des réglementations, mais pour transformer les métiers et les fonctions. L'intelligence artificielle qui va vous permettre aussi de révolutionner vos processus, d'apporter un meilleur service de facto à vos clients en temps réel, avec le marketing qu'on appelle digital. Tous ces éléments-là, c'est quelque part un enjeu de culture parce que fatalement, nous sommes des hommes et des femmes et on a toujours tendance à se dire que le futur va être fait du passé. Et là, il y a des vraies ruptures dans la manière de penser. Et derrière, c'est des enjeux de culture, d'entrepreneuriat. Pour vous donner alors peut-être un exemple, moi je trouve qui a bien marché chez nous, on a fait un internal startup call. Qu'est-ce que c'était? C'était dire au fond, oui, on peut collaborer avec des startups externes, mais dans l'entreprise, il y a aussi certainement des talents qui ont envie de se lancer dans le lancement d'un projet entrepreneurial de type startup. Et au fond, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à créer en associant le management de l'entreprise, en remettant aussi le management de l'entreprise dans une démarche entrepreneuriale ou d'investisseur qui va accompagner une startup? Nous, c'est ce qu'on a fait avec nos 60 principaux dirigeants. Moi-même, j'ai suivi une startup. Et quelque part, ça a été de nous mettre en mouvement, dans un mouvement positif, en pensant différemment des business models. Aujourd'hui, sur les 60 startups qu'on avait finalement retenues, il y en a encore 9 qui fonctionnent, qu'on a capitalisés, qui, je l'espère un jour, deviendront des vrais business models. Alors, tout est intéressant, mais particulièrement ce dernier passage, Frédéric Oudéa, parce que quand on dit, alors, et ça c'est une conviction très forte de la Générale, je pense, hein, c'est-à-dire il faut absolument le faire avec les mêmes, il faut embarquer tout le monde dans cette transformation, c'est ça votre sujet. On pense souvent à ceux qui sont en bas. Or, le sujet, il touche tout autant ceux qui sont en haut de la pyramide de commandement de l'entreprise. Totalement. Et moi-même, je vais vous dire, moi-même, je me suis mis en situation d'être un apprenti, d'apprendre. Je sais, nous sommes dans une période où ceux qui savent, ce ne sont pas ceux au sommet de l'entreprise en général. Ce sont les jeunes ingénieurs de moins de 30 ans ou les jeunes en charge du marketing. C'est eux qui ont à nous apprendre. Donc moi, ça fait 5 ans que je suis plongé avec eux en permanence pour apprendre.
Ensuite, quand vous dites avec les mêmes, oui et non. C'est-à-dire que moi, je crois que notre responsabilité sociale, c'est évidemment de ne laisser personne sur le bord de la route et de permettre à chacun de s'embarquer dans ce voyage, dans cette trajectoire. En tout cas, ça a été toujours notre démarche. À ceux qui le souhaitent, de pouvoir le faire. D'où les enjeux de formation, d'acculturation à tout cela. Mais aussi, il faut certainement injecter de nouveaux talents. Parce que y a des gens qui sont capables d'aller plus vite pour penser différemment. Et nous recrutons aussi, justement, des talents que nous n'avions pas. Ça peut être des spécialistes de la gestion de la donnée, ça peut être des spécialistes du digital. Et il faut absolument s'assurer que cette mayonnaise prenne in fine en partant aussi des métiers, du cœur du business, pour petit à petit avancer et se transformer. Vous avez dit, c'était quoi votre phrase? On a tendance à penser que le futur est fait du passé. C'est peut-être un beau résumé de ce qui sortira, je parle pour l'ensemble de l'économie et pour l'ensemble des business, de ce qui sortira de cette crise, non, Frédéric Oudéa? C'est-à-dire, le rétroviseur est cassé, quoi. Penser qu'on peut continuer à piloter. Je crois que, encore une fois, c'est un moment charnière, pivot, qui va accélérer les choses. Les tendances dont on parle, le digital et le climat, étaient évidemment présents avant. Mais néanmoins, je pense qu'on est dans un moment de bascule où les choses vont s'accélérer dans ces deux dimensions. Alors, le climat. Le sujet, j'ai l'impression pour les directions financières, on en parlera dans la plénière d'ailleurs qui va suivre cet entretien. Maintenant, c'est de rentrer dans quelque chose justement de plus financier au sens données dures, robustes, on dit en économie, opposables. Est-ce que c'est aujourd'hui la logique dans laquelle est aussi la Générale et dans laquelle est aussi votre banque? Oui, mais ça n'est pas que cela. Oui, c'est évident que dans ce mouvement de bascule qui est en train de se faire, qui va porter sur les 40 prochaines années, parce que les horizons de temps dont on parle, c'est 2030, 2040, 2050. Oui, il s'agit de pouvoir montrer comment chaque entreprise se transforme. Elle-même contribue à s'aligner sur des scénarios de maîtrise de l'augmentation de la température. Et on est au balbutiement de la technologie, si j'ose dire, de la capacité à mesurer. Alors, il se trouve que nous, on est engagé avec 4 autres banques européennes dans un groupe qui s'appelle Katowice, a justement aussi aidé à définir ce qui nous paraît faire du sens pour mesurer concrètement cet alignement et cette transition. Ça, c'est une chose. Et vous devez vous préparer, vous, directeurs financiers, à travailler avec d'autres, parce que ce ne sera pas vous exclusivement, mais travailler avec vos responsables RSE ou avec les métiers pour mettre en place ce cadre. Alors, il y a du jargon, la taxonomie. Ah ben oui, mais il y a tout un jargon, je vais vous dire. Il faut l'apprendre, ce jargon. Oui, exactement. C'est des nouveaux vocabulaires, des nouvelles techniques. Il va falloir apprendre, se former, investir dans ces dimensions-là. Donc, nous-mêmes, moi, je le fais pareil. Il n'y a pas de honte, il faut apprendre. Et donc, derrière, déployer, effectivement, comme on le fait sur le rapport financier, une capacité à reporter, donc avec des nouvelles données aussi qui ne sont pas présentes dans vos systèmes d'information, qu'il va falloir aller collecter. Donc ça, c'est une chose et qui devient assez fondamentale parce qu'il y a l'enjeu de preuve à apporter à l'ensemble des parties prenantes. Mais il n'y a pas que ça. Je pense vraiment là aussi qu'on est dans un moment de bascule. Et comme vous êtes, vous, directeur financier, donc vous êtes soucieux probablement de votre capital, de vos actions, des investisseurs éventuels qui vous accompagnent ou qui vont vous accompagner, et de vos capacités à vous financer, alors vis-à-vis des banques ou vis-à-vis du marché. Et là, on est dans un point de bascule où vous devez aussi penser, vous dire, ben voilà, attention, la manière dont je vais faire les choses, c'est important pour peut-être l'attractivité de mon entreprise vis-à-vis de tel ou tel investisseur. Sur l'obligataire, quid si la Banque centrale européenne commence à injecter une dimension verte dans ses achats d'obligations? Tout à fait. Vous allez avoir des enjeux de prix qui vont petit à petit peser. Et puis les banques, pareil, elles-mêmes, elles vont changer leur portefeuille. Elles vont modifier la manière dont elles entendent vous financer. Et nous, par exemple, on prend de nouveaux engagements en matière d'empreinte sur les énergies fossiles. Et je vais m'engager à réduire en valeur absolue, à court terme, le montant total des financements que l'on fait en matière de production des énergies fossiles, pétrole et gaz. On a par ailleurs, vous le savez, pris des engagements très clairs de sortir du charbon. Donc vous allez vous-même, directeur financier, vous devez anticiper et en vous disant que c'est une opportunité au fond pour vous. Vous pouvez
si vous montrez que vous avancez un peu plus vite que les autres, en tirer profit avec des financements moins chers ou une nouvelle fois plus d'appétit encore d'investisseurs vis-à-vis de votre entreprise. Donc vous avez vous-même à commencer à faire le voyage. C'est l'accès à la finance qui est en train de se transformer. Exactement, c'est l'accès aux sources de financement qui est en train de se transformer. Avec derrière, il y aura une discrimination forte entre les entreprises qui seront en mouvement. Et nous sommes très clairs nous-mêmes. On va vous accompagner. Il s'agit pas, on ne peut pas changer brutalement. Et c'est là où moi je dis attention à certaines ONG qui se diraient on peut basculer très très vite, c'est pas réaliste. Aujourd'hui, dans cette crise, vous allez supprimer des millions d'emplois de gens qui aujourd'hui sont eux-mêmes inquiets de leur avenir. Non, il faut que ce soit une transition qui soit socialement et économiquement pertinente, juste, acceptable, bien entendu. En revanche, il faut s'inscrire dans cette transition et de manière très très concrète. Et avec les problèmes qu'il y a encore à définir bien les normes d'émissions de CO2, aujourd'hui, il n'y a pas un standard qui fasse vraiment foi. Il y a beaucoup de communication, beaucoup de déclarations, mais ça reste encore fragile sur le contenu. C'est pour ça qu'il me semble possible de prendre des engagements très concrets, incontestables, dans l'attente d'avoir le cadre absolument complet, parfait, et qui vous servira d'outil de mesure et de communication. Mais on peut d'ores et déjà faire des pas très importants dans la bonne direction. Et je pense que c'est dans cette optique-là qu'il faut s'inscrire. Est-ce que c'est à la finance maintenant de s'en occuper? C'est-à-dire, on sent que là, les directeurs financiers ont le sentiment que c'est à eux de prendre en main, d'abord parce que vous l'avez dit, ce sont les exigences d'investisseurs, mais c'est à eux de prendre en main ce dossier. Ça peut changer la donne si c'est la finance qui s'en occupe aujourd'hui d'une manière générale. Il faut que la finance, et nous-mêmes on est en train de le faire, on a décidé aujourd'hui de lancer des projets concrets associant notre finance, notre département de finance et notre responsable RSE et les métiers, par exemple pour s'inscrire dans cette capacité. Oui, mais comment le faire sans instrument de mesure totalement incontestable? C'est là la difficulté. Ayons une approche pragmatique où on va tous apprendre ensemble, petit à petit, on va raffiner les choses. Le premier essai ne sera pas forcément parfait, mais c'est ça dans la science. On s'inscrit rarement, immédiatement sur un objet qui est parfait. Il faut apprendre et petit à petit s'embarquer dans une trajectoire, s'embarquer dans une espèce de voyage. Et petit à petit, on progressera tous ensemble. Il n'y a pas de problème. Et là-dessus, vous allez aider les entreprises à prendre des risques. Parce que certaines vont devoir prendre des risques dans la mutation de leur business model. Et surtout, comprendre les enjeux, comprendre qu'est-ce que peut être ce futur cadre de référence, ce vocabulaire, cette taxonomie, ça veut dire quoi? Quels sont les instruments financiers qui seront à leur service? Oui, pour moi, c'est une formidable opportunité pour les banques qui vont justement elles-mêmes se transformer, d'accompagner leurs clients, de les aider, de les rassurer aussi justement, en leur disant « vous saurez le faire, vous saurez vous transformer, et nous, on sera là pour vous aider à trouver les bons instruments, qu'ils soient financiers ou bien sûr de reporting ». Donc c'est une tâche qui est elle-même enthousiasmante et à mon avis qui va permettre aussi de continuer à, au fond, bâtir un monde meilleur et durable. Moi, je pense à notre, si vous voulez, notre raison d'être. Il se trouve qu'on l'a définie avant la crise. C'est ça. Avant la crise du Covid. Juste, on a arrêté fin d'année 2019. Construire ensemble, avec nos clients, un monde meilleur et durable en apportant des solutions financières responsables et innovantes. Bref, on est au cœur de ça quand on parle des solutions ESG, RSE, avec, ne serait-ce que vous savez, vous, directeur financier, des swaps, aussi non seulement des obligations vertes, et il y a beaucoup d'enjeux de définition de ce qu'est une obligation verte, mais des swaps qui eux-mêmes peuvent être associés à des objectifs RSE et qui vont vous permettre de gagner peut-être quelques points de base si vous respectez les objectifs. Et à l'inverse, vous serez pénalisé si vous ne le faites pas. Bref, on peut injecter cette dimension-là dans plein de dimensions d'outils financiers et vous permettre à vous de vous dire « oui, j'avance et je contribue ». Mais au-delà, en conclusion, Frédéric Oudéa, alors la banque et ses métiers de la finance qui, c'est vrai, parfois se posent des questions sur leur niveau d'attractivité, beaucoup de métiers qui se sentent, on l'a dit, challengés par l'intelligence artificielle, le digital, etc. Là, on retrouve une mission qui est une mission extraordinaire, finalement. Exactement. Et on est au cœur de quelque chose de positif. Et vous savez, tout le monde l'attend. Enfin, moi, pourquoi je suis motivé par ça? Évidemment, d'abord, j'ai des enfants. Je pense qu'à la fin des fins, nous avons des enfants. Et quand on pense à ce monde dans 20, 30 et 40 ans, je pense qu'on pense d'abord à nos enfants et à ce qu'on va leur léguer. Ensuite, mes collaborateurs, mes salariés me disent aussi,
Moi, je veux être fier de travailler à la Société Générale. Et justement, quand je rentre chez moi, je veux que ma fille, mon fils soient fiers de ce que j'aurais pu faire et que je puisse leur dire ce que je fais. Et ça, on est au cœur de cette démarche de fierté et de motivation. Donc cette crise, qui est grave, qui a évidemment des conséquences sociales et économiques lourdes, elle est pour nous une formidable occasion aussi de remontrer le rôle positif que peuvent jouer les banques. Et c'est ça qui, au fond, nous motive, nous, équipes dirigeantes, mais l'ensemble des équipes du secteur financier. Et c'est en cela que je suis confiant sur l'attractivité de ce secteur à long terme, parce qu'il y a plein de choses formidables à faire dans une banque. Merci Frédéric À votre Oudéa. service. Voilà. Bon, ben justement, on va vous retrouver, vous, directeur financier, à travers la plénière et à travers, à nouveau, ces débats, par exemple, sur la transition énergétique. Merci Frédéric Oudéa. Merci. On se retrouve pour continuer cette plénière de Future of Finance et pour rentrer dans le détail des défis qui vous attendent. Hein, finalement, c'est bien le programme. Ils sont nombreux, vous le savez, ces défis. Gauthier Rich, associé Finance Transformation Deloitte, qui va nous accompagner durant toute la journée d'ailleurs, hein, Gauthier, à travers l'ensemble des ateliers, l'ensemble des tracks qui vous seront aussi proposés après cette plénière. Bonjour. Gauthier, il faut qu'on fasse le point ensemble quand même sur, on va dire le choc Covid. Ce que ça implique, ce qu'une année de transformation financière aussi implique pour l'ensemble de ceux qui nous regardent et puis ceux qui sont autour de cette table et que je présenterai dans un instant. Il s'est passé énormément de choses en un an, Gauthier, depuis notre dernier rendez-vous de Future of Finance. Alors, c'est vrai, Stéphane, il s'est passé beaucoup de choses. Il y avait des choses qu'on avait imaginées et puis il y avait des choses qu'on n'avait pas imaginées. Je dirais que le monde des directions financières a réagi de manière très diverse à ce qui nous est arrivé, mais de manière globale, à travers tous les secteurs, ce qu'on a vu, c'est que la finance était au front. La finance a complètement légitimé sa place aux côtés des CEO dans la prise de décision, dans la stratégie, l'élaboration. Quand tu dis qu'elle était au front, elle a permis à la planète de continuer à tourner, on peut le résumer comme ça quand même. On peut dire ça, effectivement. Voilà. Comme dans tout choc, il y a un premier temps, c'est celui de l'émotion, de la stupeur, et il a fallu prendre des actions directement. Il y a des actions liées au pilotage du cash, au pilotage de la trésorerie, des actions liées aux opérations, maintenir la continuité des opérations, financière, mais pas uniquement. Il a fallu organiser le télétravail pour ceux qui le pouvaient. Donc, il y a eu tout un ensemble de mesures qui ont été nécessaires et qui se sont mises en place, je dirais, dans les premières heures après le déclenchement de la crise et puis le confinement. Ce qu'on entend beaucoup, Gauthier, c'est même en train de devenir une sorte de lieu commun, c'est il n'y a pas de vraie rupture, en revanche, une accélération de tendance. Est-ce que c'est une accélération de tendance que vous aviez identifiée l'année dernière ? Alors, c'est intéressant parce que l'année dernière, on avait identifié 4 priorités pour les directions financières, sans savoir que la crise sanitaire allait nous frapper. La première, on avait dit plus de proximité avec le business. On avait dit qu'il faut développer encore plus rapidement le digital, il faut travailler sur l'agilité des processus et il faut faire évoluer les modes de travail et la collaboration. On s'aperçoit que finalement, ces 4 tendances étaient déjà identifiées. Elles se sont révélées cruciales pendant la crise sanitaire. Et donc, c'est dans ce sens que la crise est devenue cet accélérateur. Ça, c'est la façon positive de le dire. Et peut-être aussi le révélateur de ceux qui étaient prêts et ceux qui l'étaient un peu moins. Et donc, ça n'a pas été vécu de la même manière par toutes les directions financières. Tout à fait. Et on va en parler avec nos invités dans un instant. Vous avez identifié 3 temps de réaction face au choc. Gauthier, est-ce que vous pouvez nous dire ça ? Ouais. Alors et on a le temps de le dire, Gauthier. On s'est inspiré chez Deloitte de, toute la science de réaction au choc. Et en fait, il y a 3 temps. On les appelle respond, recover and thrive. Ce sont des termes anglais qui veulent dire réagir dans un premier temps, se remettre dans un second temps, et ensuite prospérer dans un 3e temps pour essayer de convertir ce choc en quelque chose de positif. Le premier temps, respond, c'est celui qu'on a évoqué tout à l'heure avec la continuation de l'activité, la communication en interne, en externe, la mise en place des nouveaux modes de travail. Ça, c'est le premier temps. On est aujourd'hui plutôt dans un temps du recover, c'est-à-dire qu'on se remet de la crise, même si elle est encore là. Et alors, on anticipe. Je ne sais pas tout à fait dans quel temps on est, pour tout vous dire, Gauthier. Hein. Mais je vous laisse votre point recover pour la réflexion, mais je tiens à dire quand même que c'est certainement pas trop un recover dans quel temps qui va
qui va être un peu durable. Et on anticipe d'autres crises, je dirais comme après les séismes, des effets rebonds de cette crise, des répliques. 2 mots quand même, parce que ça nous permet aussi de vous donner le programme de cette journée exceptionnelle que l'on vous propose autour de Future of Finance. Sur cette histoire de Respond, d'urgence opérationnelle, il y a 2 tracks particuliers, Gauthier, je le dis très vite, collaboration et efficience, vous allez voir ça, et puis celui évidemment sur la digitalisation. La phase Recover, là encore, risque et résilience, c'est ça, dans la phase Recover? Oui, alors c'est intéressant. Qui viendra forcément à un moment ou à un autre. Voilà. Exactement. Le pilotage des risques est forcément mis en lumière quand on traverse ce genre de crise. Il évolue considérablement dans ses périmètres, dans ses approches, avec plus d'anticipation, moins de réaction. Et c'est justement ce qui est discuté dans ce track qu'on a appelé risque et résilience. Voilà, risque et résilience, exactement. Et puis évidemment agilité et processus. L'agilité, c'est lié à cette phase d'incertitude qu'on connaît aujourd'hui, qui, vous l'avez dit, est peut-être durable. Et on ne sait pas aujourd'hui pendant combien de temps il va falloir vivre avec cette incertitude. Et pour résister à l'incertitude, il faut de l'agilité et il faut de la résilience. Donc l'agilité, c'est dans les processus, la façon d'opérer. La résilience, c'est dans la visibilité qu'on arrive à donner sur ces opérations. Et ça, c'est une mission qui incombe aux directions financières. Tout à fait. On a aussi le posture et vision. Ça, c'est un élément important. Tu es convaincu que les CFO ont une place différente post-choc qu'avant le choc. Exactement. On est aujourd'hui très sollicité pour aider nos clients à concevoir des scénarios. Et finalement, concevoir des scénarios, il faut à la fois le bon outillage. Si on fait ça dans Excel, on sait que c'est compliqué. Il faut avoir la bonne information, les données en disponibilité, en granularité, mais il faut aussi avoir la capacité pour la direction financière de s'asseoir à côté des métiers. Et c'est là qu'intervient le sujet de la posture, c'est cette légitimité à descendre dans les sujets opérationnels et accompagner, on parle toujours du business partner, accompagner les directions métiers dans la construction de cette réaction avec ce regard financier, mais pas que. Est-ce qu'il y aura un monde d'après pour la finance, Gauthier ? Alors, le monde d'après, je ne sais pas s'il y aura un monde d'après qui s'opposera au monde d'avant, mais en tout cas, ce que la crise a montré, c'est que imprévisible, ça ne veut pas dire impossible. La crise, ça a été un accélérateur, ça a été un catalyseur, et ça a libéré des opportunités. Il y a des blocages qui sont tombés, des blocages que certains pouvaient avoir à propos du télétravail, par exemple. Il y a des progrès, un grand nombre de progrès. On en parle justement dans le track gouvernance et organisation, où certaines réflexions reviennent et qui consistent à se dire, on a appris à travailler avec des collaborateurs qui étaient chez eux, et finalement, est-ce que le chez eux, qui serait un petit peu plus loin, voire encore plus loin, nous empêcherait d'opérer? Donc c'est une thématique qui est évoquée lors du track. Il y a des réflexions autour des nouvelles organisations, de l'externalisation. Ça a fait évoluer un certain nombre de blocages qui pouvaient subsister. Il y a un blocage qui est sous-jacent aussi, c'est celui de la simplicité. Tout le monde souhaite de la simplification dans ses processus, dans ses opérations, etc. Mais la réalité reste complexe, on a du mal à aller vers la simplification. Et là aussi, la crise a montré que quand tout bougeait, il fallait savoir à quoi se raccorder et à quoi se raccrocher. Et donc, il fallait viser à cette simplicité. Donc, je dirais que c'est de la continuité dans la destination, dans la cible, mais c'est une évolution dans la manière d'y aller. Transformation, puisque tu en parles, c'est le sujet du moment. Comment est-ce qu'on finance cette transformation? Ça va être l'une des questions qui va être posée aux directions financières. Alors ça, en effet, c'est intéressant. C'est une des clés du problème, c'est qu'on n'a pas nécessairement les fonds nécessaires aujourd'hui dans le contexte qui est le nôtre pour financer cette transformation. Et justement, on réunit dans des cercles régulièrement des directeurs de la transfo, finance ou autres, qui sont bien souvent aux manettes des budgets liés à la transformation. Et c'est des questions qui se posent. On a fait un sondage, 100% d'entre eux nous ont répondu que la transformation était prioritaire. Elle restait une priorité. 60% d'entre eux nous ont dit les budgets sont maintenus. Ce qu'ils nous ont précisé, c'est que néanmoins, les priorités et la manière dont ces budgets allaient être allotis au projet allaient évoluer justement au regard de ce que la crise avait fait réaliser. Émerger comme sujet. Émerger. Et je dirais que ça nous amène sur le sujet du ROI, du fameux ROI et des fameux quick wins. Il y avait un CFO qui récemment me disait
il faut faire attention à ne pas basculer dans la dictature du quick win. Et c'est vrai que parfois, il y a un petit peu de mensonge. On pourra Mais le partager on a après. 2 invités autour de la table là qui sont Il y a parfois un peu de assez non-dit. clairement hostiles à la comment tu appelles la dictature du quick win. Voilà, ils sont Je plutôt me suis sur la permis de dictature reprendre du les Big Bang, termes, mais on va en mais reparler. en tout cas, il y a un peu de non-dit autour de ce ROI de la transformation. Et mon observation, ma conviction, c'est que pour faire des grands changements, il faut de la mobilisation et il faut de l'engagement. Si on fait que des petites initiatives, on a du mal à aller se transformer en profondeur. C'est comme en maçonnerie, on ne construit pas un mur en multipliant les couches de peinture, on en avait déjà parlé. Belle image. Donc il y a un moment où il faut, c'est une dynamique d'entreprise, il faut assumer des ROI qui ne sont pas micrométriques. Il faut avoir une conviction. Il faut avoir une conviction. Et des ROI sur 3 ans, c'est parfois compliqué à vendre dans des environnements où la stabilité des postes, elle est sur des périodes plus réduites que 3 ans. Donc on a du mal à trouver quelqu'un qui va s'engager pour son successeur. Mais 3 ans dans une transformation profonde d'entreprise, c'est des rythmes qu'on observe. Gauthier, quelques éléments de prévision pour peu que quoi que ce soit prévisible. Alors, Terminer cet entretien et puis ensuite on passera à notre table ronde et à notre débat. Alors, la vision d'une direction financière, d'un CFO dans le futur, hein, c'est des choses qui restent. On observe un élargissement du périmètre des responsabilités, notamment pour embarquer des dimensions extra-financières autour de la communication, autour du suivi, de l'analyse. Il y a une tendance autour de ça. Ça serait une fonction finance qui a poussé au maximum la digitalisation de ses opérations. Et je dirais ça, c'est un phénomène d'amélioration continue. On peut aller encore et beaucoup plus loin. Qui opérerait avec des équipes agiles, qui seraient parfois distantes, et qui aurait reconfiguré ses services, son offre de services dans une logique de catalogue de services à ses clients, internes ou externes de l'entreprise. Et ça serait des projets bien menés pour y aller, des projets de transformation, parce que c'est le dernier non-dit, je trouve important d'en parler, j'ai l'impression et l'observation est que bien souvent, les entreprises payent trop cher, surpayent cette transformation, pour plein de raisons, mais le coût des projets est supérieur à ce qui devrait être en réalité. Tu ouvres une porte là qui... La faute à qui, Gauthier? La faute à personne, c'est une responsabilité collective. Certainement pas aux consultants en charge de la transformation. Personne ne doit s'exonérer. Mais il y a finalement une acceptation contre laquelle on doit lutter, qui est que c'est ça. Un projet, finalement, c'est relativement normal que le budget soit dépassé, que le timing soit dépassé, ou que l'ambition qu'on avait fixée ne soit pas tout à fait au rendez-vous. Et ça, je pense qu'on doit pouvoir faire évoluer ces aspects-là, notamment en travaillant plus en proximité avec les métiers, en faisant attention à ne pas recentrer les projets sur la composante technologique, qui est quand même souvent dans la transformation digitale un écueil qu'on rencontre. Et je dirais un sportif qui déciderait de devenir un cycliste, le jour où il a acheté son vélo, ce n'est pas encore un champion. Il faut encore continuer, il faut d'abord s'y préparer et puis il faut maintenir l'entraînement. Donc il y a la technologie, mais pas que. On va discuter de tout ça avec, alors justement, à côté de vous, Karine Havas. Bonjour, Karine, directrice générale de d'IKEA France et CFO. Arnaud Legrain, bonjour Arnaud. Directeur général finance opérationnelle de L'Oréal, et avec Régine Diani. Bonjour Régine. Bonjour. Représentez ici le secteur public, directrice de AIFE, agence... Pour l'informatique financière de l'État. Pour l'informatique financière de l'État. On dit un mot, Gauthier, parce que c'est vrai que L'Oréal, IKEA, on n'a aucun problème. En revanche, Régine, en fait, pilote depuis 2012, je crois, hein, Régine. Ce qui est peut-être un des plus importants sujets de transformation financière en France aujourd'hui. Sur les aspects financiers. Alors, je parle sous le contrôle de Régine, mais l'IFE, donc, qui a construit au fil du temps le système d'information Chorus avec ses différentes briques. Donc on pourra revenir et... Tiens, j'ai commencé avec vous, parce que le premier élément, je voulais un peu vos témoignages au regard de ce que Gauthier vient de nous dire, donc renforcement de proximité avec les business, oui ou non, agilité, collaboration, oui ou non, évolution du pilotage des risques, oui ou non, mais juste ce choc quand même. Régine, vous avez dit, on a tenu la baraque, c'est-à-dire que l'ensemble des financements dont on s'est tous félicités, ils sont passés quand même à travers les outils que vous avez mis en place et qui ont tenu le choc.
qu'il a fallu mettre en place. Qu'il a fallu mettre en place. Puisque, s'agissant par exemple du fonds de solidarité, qui maintenant a été versé, représente à peu près 6 milliards d'euros au profit de 4,5 millions de bénéficiaires. On l'a mis en place au fur et à mesure. C'est-à-dire, il a fallu y travailler en quelques jours, des jours et des nuits, des week-ends, un peu rapidement, parce que ça n'existait pas, les circuits en tant que tels. Il y a bien des morceaux de circuits qui existaient, mais la mise en place de ce fonds et son attribution n'était pas mise en place. Donc on a mis en place. En fait, on a eu un peu de chance. Et c'est parce que la base de transformation était solide, donc ce qui s'appelle Chorus était solide, que ça a pu se faire dans ces conditions-là? Ça tient à des tas d'éléments qui seront peut-être un peu longs à expliquer. Je dirais deux choses. D'une part, c'est qu'on s'était préparé, parce qu'il y avait des mouvements sociaux fin 2019, à ce que tous les collaborateurs puissent piloter à distance le système d'information. Parce que le sujet, ce n'est pas simplement la messagerie et les réunions, c'est du pilotage en production d'un certain nombre d'applicatifs, dont vient de parler tout à l'heure Gauthier, qui sont un peu des briques éparses. Donc il faut les piloter. Elles ne se pilotent pas toutes seules. Elles fonctionnent 24 heures sur 24, mais ça demande pas mal de pilotage. Donc on s'était rendu compte des difficultés au mois de décembre. Donc du coup, ça nous a servi. Puisque, entre-temps, on s'est doté d'outils, je ne vais pas revenir dans le détail, mais d'outils pour piloter suffisamment sécurisés pour le faire depuis le domicile. Donc, et juste avant le confinement, on avait réussi à avoir cet outil pour tout le monde. Alors pour nous et pour toutes les sociétés qui travaillent pour nous, parce que Chorus, il y a effectivement des gens de la IFE, mais il y a surtout aussi beaucoup de sociétés qui participent à la maintenance du système. La plupart des places d'ailleurs des sociétés des SS2I de la place, si je peux me permettre. Donc il fallait aussi les doter de ces mêmes outils pour que collectivement on arrive à pouvoir le piloter. Donc on avait ça. Ça a marché. Ça marchait. Ouais, et bien. ensuite, on a pu développer les programmes qui allaient bien pour faire en sorte qu'on puisse payer régulièrement, parce qu'il fallait les payer, mais les payer régulièrement. On ne pouvait pas dire, on va tout engranger les demandes, puis on les paiera dans un mois. Ce n'était pas possible, il fallait le faire rapidement. Donc oui, on a réussi à réagir. Et on a continué aussi les projets qui étaient menés. Karine, vous avez développé, c'est en fait un logiciel de simulation, c'est ça? Oui, tout à fait. Là encore, en quelques semaines? En quelques semaines, je dirais presque quelques jours. C'était au moment vraiment de la crise. On a commencé, on est rentré dans la crise, comme tout le monde, imprévisible, imprévu, un petit peu désorganisé, ou en tout cas oui, organisé, encore, mais les avec magasins s'arrêtent, quoi. Enfin, voilà, c'est fermé. dans le monde, dans le Bim. monde passé, cellule de crise. Au bout de 10 jours, 10 nuits en cellule de crise, on s'est dit va falloir changer quelque chose parce que c'était bien pour un sprint, mais là on est dans un marathon. Donc qu'est-ce qu'on fait? Donc on a revu toute la gouvernance et notamment on s'est organisé de façon vraiment transverse avec différents forums plus stratégiques, certains plus opérationnels, d'autres tactiques, et à chaque fois vraiment avec des équipes, des représentants de la finance, du juridique, du social, vraiment pluridisciplinaire qui nous a permis de gagner en efficacité. Et ceci étant, on était quand même dans un scénario plutôt pessimiste, je dirais, en début de crise. Alors évidemment, on avait tous nos magasins fermés, même le online était fermé chez Ikea, parce qu'on avait vraiment fait l'option sécurité first. Donc on avait vraiment tout verrouillé, mais c'était assez stressant. Mais on a la chance, comme vous, d'être aussi dans un grand groupe et d'avoir des pays qui étaient en avance de phase par rapport à la France, comme la Chine ou l'Italie. Et on voyait des petits signaux faibles, mais qui étaient assez positifs quand même. Donc on a commencé à travailler là-dessus, à créer un outil basé sur l'intelligence artificielle, justement, qui nous a permis de dégager des tendances. Alors, c'était quand même sur le passé très court, mais d'autres pays, mais qui nous a permis aussi de dégager des tendances et de pouvoir se dire, après quelques semaines, finalement, on va bien s'en sortir. On va tellement bien s'en sortir qu'on va pouvoir non seulement préserver l'emploi, ce qui était notre priorité, mais en même temps payer 100% de nos salariés qui étaient en activité partielle et se permettre de refuser justement les aides d'État pour compléter le salaire de nos salariés. Et ça, très honnêtement, sans cet outil, et puis les bonnes personnes autour qui sont capables aussi de prendre des décisions en sachant que ça ne reste qu'un outil et qu'on n'en est pas certain. Mais quand même, l'aide, voilà, les personnes avec un bon leadership capables de prendre des décisions en toute humilité, sans savoir, mais aussi en capitalisant sur l'expérience des autres. Ça, c'était vraiment une agilité, je pense, assez remarquable à ce moment-là, qui nous a permis de prendre des bonnes décisions, parce que finalement, ce n'était pas un scénario catastrophe pour Ikea, la crise. Ah non, très intéressant. Arnaud,
Si je vous demande alors évidemment, L'Oréal a la capacité d'encaisser les chocs que peu d'entreprises ont. Enfin, je dis ça. Oui, L'Oréal a la capacité d'encaisser les chocs. Si je vous dis de ce que vous retenez, là, vraiment, première leçon opérationnelle pour vous, entre renforcement de proximité avec les business, je reprends les items de Gauthier, renforcement de proximité avec les business, agilité, collaboration, ce qu'on a vu là, ou évolution du pilotage des risques. Qu'est-ce qui est l'élément le plus intéressant pour vous de ces trois éléments, ou un autre, pour le coup? Moi, je parlerai peu du dernier. Évolution du pilotage des risques. Oui, parce qu'en fait, moi je parle que de L'Oréal, Ouais, je connais globalement que L'Oréal, by the way. Je lis dans la presse ce qui se passe pour les autres, mais moi je connais notre groupe. La proximité des business, franchement, il n'y a rien à changer. Le côté, tous nos CFO de pays, de zones, de divisions, avaient déjà une proximité business très forte, puisque c'est un peu le sens des fonctions de CFO chez L'Oréal, mais depuis déjà très longtemps. La rapidité de la crise, c'est sûr qu'on a commencé par un mois de janvier qui était très belle croissance, on a été enthousiaste, un peu échaudé sur ce qui s'est passé en Chine au mois de février, et fin février en se disant, et puis si jamais ça bougeait un petit peu sur d'autres pays. Et puis le 16 mars, c'était un lundi ou un mardi, je ne sais plus, on s'est tous retrouvés chez nous. Alors techniquement, on était équipés à pouvoir le faire à distance, mais enfin en pratique, on ne l'avait jamais fait quand même. Et on s'est retrouvés avec en gros 80 000 personnes qui se mettent à bosser sur Teams de manière éloignée. Donc personnellement, je pense qu'en termes d'efficacité technique, chapeau à tous ceux qui ont organisé ça chez nous, parce qu'il ne s'est rien passé. Tout a marché très bien du premier coup. Sur le plan personnel, on a pu fonctionner, quoi. Donc, mais personnellement, je pense qu'en termes d'efficacité, c'est extrêmement complexe. C'est pas du tout une avancée formidable, c'est simplement d'un seul coup, on se retrouve tous sur Teams, donc bloqués dans des réunions de 7h du matin à 21h, en fonction des fuseaux horaires. Il manque quand même, on commence à sentir qu'après quelques mois, bon, c'est bien, on peut fonctionner comme ça. Mais le monde d'avant, donc l'évolution, elle va se faire un peu différemment, évidemment, puisqu'il y a des choses qu'on a apprises. Il y a des choses, on se rend compte qu'on peut les faire différemment après l'avoir vécu de manière forcée. En revanche, je pense quand même que la proximité des équipes, le fait de se voir de temps en temps, ça a quand même un peu de bon. Il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps. Donc moi, j'ai plutôt l'impression qu'il y a, évidemment, je ne peux pas rebondir en 30 secondes sur tous les problématiques, mais la logique on a un peu de temps, on a un peu de temps. La logique, ça a été quand même de se dire, on fait quoi? Parce que nous aussi, on s'est retrouvés dans des situations un peu particulières. Quand les lockdowns ont commencé vers le mois de mars à peu près partout, on s'est retrouvé avec tous les coiffeurs fermés. Donc évidemment, c'est pas très pratique pour les ventes des colorations, etc., etc. Un transfert immédiat sur des colorations vendues dans le mass market. Donc une division entière avec l'ensemble de l'activité bloquée. Très vite, avec le luxe, ça a été pareil sur tous les department stores en Asie, aux États-Unis, etc., fermés. Donc on a poussé immédiatement tout ce qui est e-commerce au maximum. Et on est arrivé à des niveaux, en effet, de croissance de e-commerce absolument vertigineux, qui ne remplaçaient pas pour autant le brick and mortar qui plongeait. Mais nos résultats le montrent d'ailleurs, puisque nos publications financières de fin juin, on était à moins 11,7 en croissance. Donc c'était quand même pas la folle fête. Arnaud, je peux dire un truc quand même sûr, parce que ce que vous avez fait, vous, Fonction Finance, c'est vos 100 000 coiffeurs, le premier truc que vous avez fait, c'est suspendre l'ensemble des factures. C'est-à-dire tout ce que vous devez vos coiffeurs, ils le gardent et on verra si vous pouvez nous payer quand ça rouvre. Ça a été ça quand même la logique de L'Oréal très rapidement. Hein. Tout à fait. Et pas pour tout le monde quand même, pour les coiffeurs. Pour ceux qui étaient, je dirais, entre guillemets, les plus vulnérables. Ouais. Les coiffeurs, les petites parfumeries, tous les petits business. Les grandes chaînes internationales sont dans un contexte de trésorerie très différent. Bien sûr. Nous, pareil, au début de la crise, on a quand même commencé à avoir un peu peur. Même si vous dites l'invulnérabilité de L'Oréal, bon, on a quand même commencé à se poser des grandes questions. Qu'est-ce qui se passe si plus personne nous paye? Puisqu'on va se retrouver avec un problème de cash immédiat. Donc on a pris les mesures qui allaient bien immédiates et on a piloté ça de manière extrêmement précise, alors que c'était moins le problème numéro 1 juste avant la crise. Bon, aujourd'hui, on a fait un peu comme vous chez IKEA. On a décidé de surtout éviter de demander aucune aide d'État nulle part, pour pouvoir continuer à payer les salaires de tout le monde et de ne pas licencier les gens. Donc, et fin juin, on a réussi à sortir une marge de 18%, et on s'est posé donc la question, qu'est-ce qu'on fait? Comment rendre variable le maximum de choses, alors que ce n'était pas non plus forcément évident dans certaines des divisions. Donc c'est ça l'évolution du pilotage des risques? Oui, bien sûr. Et puis, mais moi, je n'ai pas du tout ressenti un rapprochement du business, etc., puisque fondamentalement, c'est notre job. On est près du business toute la journée.
Donc, mais par contre, c'est les choix avec notre direction générale de mettre l'argent là où c'est absolument nécessaire pour continuer à développer le business, trouver d'autres sources de croissance que celles qu'il y avait avant, et puis faire au maximum, essayer de réduire les dépenses sur tout ce qui est brick and mortar pour éviter une explosion des coûts. Donc, et je trouve que on s'en est plutôt pas mal sorti à fin juin. Et ça, Arnaud, c'est des éléments durables. Oui, bien sûr. La réactivité, c'est durable dans la mesure où je pense qu'on l'avait déjà avant. On a simplement prouvé, comme vous disiez, qu'on était quand même au front et que ça s'est bien passé. Je ne vous dis pas non plus que ça a été walk in the park. Ça a été quand même un peu compliqué. On a passé, comme vous, pas mal, je dirais peut-être pas des nuits, mais pas mal de longues soirées. Et puis surtout, on avait un peu de problème si vous voulez, à savoir qu'est-ce qu'était un samedi, un dimanche par rapport à un lundi ou un mardi. Donc ça s'arrêtait jamais. Et ça a duré quand même quelques mois. Le tout enfermé chez nous, c'était quand même compliqué. Maintenant, seule la victoire est jolie, comme on dit. Donc globalement, on a réussi à le faire. Surtout une direction générale chez nous qui a bien compris l'ampleur des problèmes et des décisions très rapides. Et nous, les financiers, passons notre temps à essayer de resimuler sur ce qui va se passer pour être capable d'optimiser toutes les décisions. Donc ça s'est plutôt passé de manière correcte à fin juin. Et maintenant, il y a quand même la deuxième partie de l'année. Et comme vous dites, bien malin peut prédire si on est en train de sortir, en train de rentrer à nouveau. Oui, tout à fait. Donc, mais là, le sujet, c'est ce que vous, direction financière, et vraiment en étant focus sur la finance et sur votre métier, ce que vous, direction financière, vous pouvez tirer d'ores et déjà comme leçon. En termes d'agilité, par exemple sur, j'en sais rien moi, recrutement, people, l'ensemble des gens que tu vas pouvoir approcher maintenant. Est-ce qu'il y a un mindset différent que tu vas aller chercher, par exemple ? Est-ce qu'il y a des choses en profondeur dont tu penses qu'elles ont été transformées dans la façon dont tu vas gérer les finances d'un grand groupe comme L'Oréal ? Je pense que le développement du e-commerce, alors il faut voir si ça continue avec le même type de croissance. En tout cas, on a atteint des paliers et je ne pense pas qu'on revienne en arrière. Donc ça va créer un vrai changement dans la façon dont on investit. Là encore, on a des outils depuis quelques années qui nous permettent quand même d'avoir une réelle visibilité très rapide, tous les mois, de ce qui se passe partout dans le monde, sur à peu près tous les channels de distribution, etc. Donc on voit une évolution. Alors, je ne suis pas sûr que ça change quelque chose dans la manière de piloter, puisqu'on le voyait avant, c'était différent. Maintenant, c'est en train de changer en termes d'équilibre. Donc, il faut qu'on s'adapte à ces nouveaux équilibres. On voit bien que cette croissance du e-commerce, de tout ce qui est digital, va nous pousser à mettre en place de plus en plus de précision dans ces domaines-là que ça l'était un an avant. Je pense que, mais nous encore, là, ce que vous parliez tout à l'heure de transformation, est-ce qu'on a changé quelque chose dans les investissements ? Donc on fait partie des 100% qui disent non. On fait partie des 70% qui disent qu'on n'a pas bougé les budgets. Je ne suis pas sûr qu'on soit en train de réallouer des moyens de manière différente à ce qu'on avait déjà. Puisqu'en fait, toute cette transformation digitale, on en parlait ensemble il y a un an, avant l'arrivée du Covid. Donc, et c'était une priorité massive pour L'Oréal de toute façon. Voilà, c'est une priorité massive. Moi, j'ai des équipes mondiales qui travaillent sur ces sujets, qui actuellement, franchement, on n'a pas vraiment changé les priorités, ni Je pense plutôt que malheureusement, on prend un peu de retard, vu la complexité. Mais ça va être des retards qui sont en semaines ou en mois, quoi. C'est pas non plus... je pense pas que ce soit un vrai souci pour la suite. Cette flexibilité, on la cherche depuis des années. Je trouve qu'au contraire, la crise du Covid qu'on a traversée nous montre qu'on ne s'était pas trompé dans la façon dont on voulait avoir une visibilité permanente sur à peu près tout ce qui se passe dans le monde et pouvoir la clôturer tous les mois. Et d'être capable d'avoir des équipes qui analysent tout ça et qui prennent des décisions. Et donc, le choix des profils de nos CFO, je pense que ne va pas changer du tout. On continue à avoir des gens qui sont extrêmement proches des business. C'est pas des comptables, c'est pas des juristes, c'est des gens qui sont très proches des business et qui encadrent toutes ces fonctions, by the way. Mais donc ça changera pas beaucoup. On n'est pas en train de freiner les embauches de jeunes, puisque de toute façon, on a besoin de feed the pipe pour le futur. Et donc, ça, c'est très important de continuer à ce qu'on fait aujourd'hui. Et là encore, je fais attention à ce que je vous dis, dans la mesure où, sous réserve que ça se passe comme on est en train de le voir aujourd'hui. Je ne sais pas du tout ce qui peut se passer demain. Nous, on ne voit pas franchement de grands bouleversements dans les consommations à venir, si ce n'est les channels de distribution. Bon, c'est sûr qu'on souffre beaucoup dans le maquillage, puisque avec des masques, c'est moins pratique de vendre du maquillage. Mais bon, on ne va pas rester avec des masques pendant 1000 ans. Donc, Karine, même chose. Est-ce qu'il y a dans la façon de piloter la finance, alors tu pilotes aussi évidemment toute la France, mais restons sur la finance, quelque chose qui te semble avoir changé durablement ?
Je suis plutôt en phase avec ce que vient de dire Arnaud. Je pense qu'il n'y a pas de gros changements. Par contre, c'est ce qu'on disait au départ, il y a une vraie accélération. C'est un révélateur, en fait, je dirais, de tendances et de décisions qui avaient déjà été initiées auparavant. Et je pense qu'on est à peu près dans le même contexte. Nous, on avait initié une grosse transformation, donc au sens large, finance y compris, mais pas seulement, en 2018-2019. Et finalement, même à un moment, je me rappelle, j'étais intervenue lors d'une conférence auprès des directeurs du contrôle de gestion, et j'avais soutenu justement l'idée qu'une transformation, elle devait être bold, quoi. Elle devait Big être Bang, mais on y viendra après ça. un peu On y viendra ambitieuse. après. Non, on y viendra après. Pour l'instant. Et je pense que là, on est dans le même phénomène, c'est-à-dire qu'il y a une accélération, un raccourcissement du temps. Ça, on en a peut-être pas parlé au début, mais je pense que c'est très très important. Tous les temps sont raccourcis. Alors, on parle des prévisions, évidemment. Donc chez nous, on est allé plutôt bien, donc c'est vrai qu'on avait un temps de réflexion, en tout cas dans la temps production. de réflexion, Karine m'avait raconté, à un moment, vous avez mis tout le monde autour de la table. Oui, on n'avait plus le temps là. C'est ça. En disant, vous ne sortirez pas de cette C'est pièce ça, le temps qu'on n'aura pas trouvé ce qu'il faut. tant que vous n'aurez pas lâché quelques millions chacun dans votre périmètre. Oui, alors j'étais beaucoup moins directive que ça, j'étais beaucoup plus collaborative, mais dans l'absolu, c'était un petit peu le message. Et c'est donc... alors ça existait déjà par le passé. On avait déjà ces équipes transverses, mais là, c'était... alors c'est pour un petit peu, je mettrais un petit peu de nuance par rapport à ce que vous venez de dire. Nous, on a quand même revu, même si dans l'absolu, on n'a pas changé du tout nos plans, on a repriorisé, accéléré, stoppé très peu, mais certains, on en a stoppé quand même. On a fait des pauses, et voilà. Donc, on a repriorisé, je dirais, le temps de nos projets. Et ça, je pense que c'est important. Et peut-être que ça restera justement dans l'approche d'une initiative, d'un projet, d'une idée, une approche business case, mais alors pas au sens ROI pur financier, mais qu'est-ce que ça va qu'est-ce que ça va m'apporter, quel sera l'impact sur différentes dimensions de ce projet-là. Et je pense que cette approche, oui, va rester. Où avant, on était un petit peu plus dans on prend les projets, ouais, ils sont tous intéressants à un moment. Je pense que là, vraiment, la notion de temps devient vraiment primordiale. Gauthier, un mot, et puis on va se tourner vers Régine pour rentrer dans soulever le capot du programme Chorus. Alors, ce qu'on entend, c'est qu'effectivement, cette crise, c'était le révélateur. C'était un peu le moment où il y avait un effet ramassage des copies et du coup, on voyait les différentes directions financières. Et en fonction du stade du développement de leur maturité, leur capacité à comprendre leur activité, leur capacité à construire des scénarios, leur capacité à opérer dans des modes de fonctionnement différents, et ils ont été plus ou moins ébranlés par la crise. Le cas que vous décrivez, effectivement, je dirais, ça montre une bonne résilience à la crise qui est arrivée. Il nous a bien dit qu'il a été quand même sérieusement ébranlé, quoi. Je pense que finalement, tout à fait, par les télécoms, très très peu de secteurs sont restés complètement à l'écart du truc, quoi. Tout à fait. Et il y a des secteurs pour lesquels l'impact a été beaucoup plus fort, avec une désorganisation plus profonde, avec des perspectives business, je dirais, qui finalement devenaient beaucoup plus compliquées. Donc ça montre bien l'importance pour une direction financière d'être préparée à ce genre à des crises majeures. Deux sujets qu'on va détailler. Alors d'abord la transformation, effectivement, Big Bang, vous êtes tous les deux convaincus que les quick wins c'est gentil, mais enfin bon, on va pas très très loin avec ça. Donc Big Bang et puis la RSE. Tu l'as dit Gauthier, je pense que vous êtes vous aussi tous les deux convaincus que c'est une dimension que la direction financière doit s'approprier. Moi, je veux qu'on parle de ça. Mais alors, en termes de Big Bang, justement, Régine, Big Bang de l'État, Gauthier, alors, moi, je vais vous poser la première... Parce que transformation, le management de la transformation, c'est Arnaud qui m'a dit ça quand on discutait, c'est un métier. Et peut-être particulièrement le management de la transformation du secteur public. Et quand on a discuté ensemble, vous avez vu cette phrase, moi, j'adorais, qui est... On passe son temps à se réunir, et ça, il faut l'accepter. Est-ce que ça peut être ça, le slogan que vous mettriez en avant, que vous mettriez en avant dans un programme de transformation aussi ambitieux que celui de Chorus, Régine? Alors, tout d'abord, on a l'impression qu'il y a eu un programme Chorus. Il y a eu surtout
au départ un projet Chorus, mais qui est terminé quand même depuis 2012. Ouais. Mais, et là, c'était un Big Bang en tant que tel, puisque toute la comptabilité de l'État, toutes les dépenses de l'État basculent dans un système unique sur la base d'un ERP. Et c'est vrai que basculer vers un ERP, pour une entité privée, c'est quelque chose, mais pour une entité publique, l'État, c'était quelque chose d'assez énorme, et un programme de transformation énorme. Pourquoi ? Parce qu'on a l'impression que l'État, c'est monolithique. L'État, c'est des tas de gens qui font des métiers différents, qui ne travaillent pas pareil, et qui ont tous des processus différents et des habitudes différentes dont ils ne veulent pas changer. Donc c'était quelque chose, on a forcé des pieds à rentrer dans la même chaussure, et on a réussi, mais ça s'est fait un peu au forceps quand même, cette transformation. Ça, c'était le Big Bang initial. On aurait pu rester à ce Big Bang-là, mais depuis, l'État n'a cessé de se transformer. Parce que, et je parle toujours de la fonction financière. Bien sûr, restons là sur la fonction financière. Sur la fonction financière. Parce que, une fois qu'on a dit un ERP, on pourrait dire on a fini sur la fonction financière. Loin s'en faut. Et on a mis en œuvre, et c'est pour ça qu'on a passé son temps à se réunir, parce que pour travailler ce que j'appelle en interministériel, tous les ministères, faut arriver à les mettre tous d'accord. Et les mettre tous d'accord, ministère des Armées, ministère de la Culture, ou de l'Action sociale, je vous assure, il faut discuter beaucoup. Et on a eu une méthode qui a marché au départ, c'est toujours essayer de gérer par le consensus. C'est-à-dire on essaye d'obtenir le consensus et on y met le temps qu'il faut. Je crois d'ailleurs que Gauthier a participé à cette discussion, on y a passé des nuits et des week-ends entiers. Parce qu'à un moment donné, tant que tout le monde n'était pas d'accord, alors tout le monde faisait des concessions, si vous voulez. Tous les ministères font à chaque fois un certain nombre de concessions et on arrive à s'aligner et à avancer globalement. Et comme ça, on tire tout le monde, ou on pousse, ou ça dépend en tant que tel. Donc on a fait ça au départ et on a continué. On a continué sur tous les aspects. Par exemple, là, il s'agissait par exemple au départ de l'ERP, après il s'agissait de la facturation. Ouais. On avait fait un outil qui s'appelait Chorus Facture pour que tous les fournisseurs envoient des factures dématérialisées à l'État. Super, ça n'a pas marché du tout. Pourquoi ? Parce que les fournisseurs et les représentants des entreprises se sont dit l'État, c'est pas grand-chose en tant que tel. C'est qu'un endroit. On envoie des factures à des tas d'autres qu'à l'État, donc ça n'avait pas d'intérêt. Donc on avait discuté à l'époque avec le BDF, avec la CPME, avec l'UDP, avec tous les représentants des entités. Ils se sont dit non, il faut au moins toute la sphère publique. Et donc, on a pris les fournisseurs de toute la sphère publique, c'est-à-dire les HLM, les hôpitaux, les établissements publics, les collectivités locales, les communes, les régions, tout le monde. Et là, ça commençait à faire quelque chose. Et donc, on a construit une autre brique, Chorus Pro pour toutes les factures. Et alors, je ne vais pas vous faire tout le résumé, mais je vous donne la démarche. La démarche, c'est qu'on ne se contente pas, à un moment donné, d'un Big Bang sur quelque part. On en fait d'autres. Et on n'a pas fait non plus un Big Bang pour ce projet-là, Chorus Pro. On a commencé par toutes les grandes entreprises, puis les ETI, puis les PME. On l'a fait quand même progressivement. Puis maintenant, on se pose la question, et on est en train d'étudier la question de la facturation inter-entreprise. Puisque là, je parlais de la facturation entre l'État, la sphère publique et ses fournisseurs. Mais entre fournisseurs, il y a aussi effectivement des échanges de factures, bien évidemment. Et là, l'idée, mais ça, je pense que tout le monde en a parlé, c'est la facturation B2B, business to business, et le fait qu'à un moment donné, et pour éviter aussi aux entreprises d'avoir un certain nombre de déclarations à faire, eh bien d'avoir là aussi une facturation B2B. Donc en fait, on se laisse porter par la transformation collective voulue en adoptant le consensus à chaque fois comme méthode. Et pareil, consensus avec la représentant des entreprises. Quand je dis consensus au sein de l'État, mais consensus avec la représentant des entreprises. On ne peut pas faire quelque chose contre ceux dont on gère la transformation. Gauthier. Donc à chaque fois, je pense que ceci est important. Et comment vous arrivez avec ces innovations techniques à emmener la transformation, je dirais, des pratiques, des usages que ça requiert? Parce que quand on touche à la dématérialisation, on sait à quel point il faut mettre en place les tuyaux, mais après, il faut aussi que les gens adhèrent à ce nouveau mode de fonctionnement. C'est pas après. Si c'est après, ça ne marchera pas. Il faut que ce soit forcément avant, pendant. Je reprends comme mon Chorus Pro, qui est qu'un exemple. On a fait de la concertation avec les entreprises avant. On l'a fait pour la construction, pendant les spécifications. On l'a fait au moment du démarrage. Et là, maintenant, le produit en tant que tel, il a une instance de gouvernance avec tous les représentants des entreprises
en tant que tel, des établissements publics, des ministères, et on a une gouvernance pour faire évoluer le produit avec tous les utilisateurs. Donc on le fait pendant. Donc c'est de la concertation tout le temps sur, mais pas seulement l'outil, parce que l'outil, je dirais que c'est pas intéressant l'outil en tant que tel. Ce qui est intéressant, c'est les processus qui peuvent être implémentés dans cet outil. Donc encore une fois, on n'implante pas un outil et des processus. Mais ça va ensemble. À l'arrivée, Régine, là encore, c'est vous qui me l'avez dit. En fait, à chaque fois, les gens en demandent plus. Et bien sûr, mais c'est normal. C'est-à-dire qu'en avançant avec cette méthode de consensus qui peut être un peu longue, et on va en reparler avec les 2 groupes privés qui sont avec nous, mais en avançant avec cette méthode de consensus, derrière, finalement, tout le monde s'approprie et même voudrait, quelque part, que vous en donniez encore plus en termes de facilité bien de travail. évidemment, si vous voulez. De l'État, on attend toujours beaucoup. En interne et en externe. On le voit bien maintenant. Peut-être pas dans ce domaine-là, Régine, mais je refais pas. Si, y compris dans... Non, je crois que tout le monde est très intéressé par ce que vous dites, parce que pour le coup, c'est assez spectaculaire. On n'attend pas que de l'argent de l'État, c'est ce que je veux dire. Ouais. On attend aussi des services. Ouais. Et des services, ils sont souvent digitalisés. C'est pour ça que je dis qu'on attend de l'État, et c'est pas forcément des individus, c'est bien des entités, c'est bien des organismes patronaux ou particuliers. On a fait par exemple un portail pour les frais de justice pour pouvoir payer les mémoires de frais de justice. C'est pas des entreprises, c'est des mandataires, je sais pas, des médecins, etc. qui peuvent déposer sur des portails. Donc il y a beaucoup d'attentes de services en tant que tel. Donc effectivement, forcément, on se réunit beaucoup parce qu'une fois qu'on écoute cela, il faut savoir comment, dans quel processus et avec quel outil on peut le faire. Et puis, après, il faut avoir les budgets et puis mettre en œuvre tout ce qui va bien. Juste, on reviendra avec Régine, mais Arnaud, L'Oréal qui fait une quarantaine d'acquisitions sur les 10 dernières années, c'est à peu près ça le rythme. Avec des gens qui sont dans le domaine de la cosmétique, de la mode, de la création, enfin voilà. Je pense que c'est une expérience que vous devez partager, non? Impossible d'imposer. Allez-y, Arnaud. Je trouve ça très étonnant ce que vous dites sur l'État, je ne m'attendais pas à ça du tout. En fait, c'est exactement la même chose dans une boîte privée. Enfin, je parle des principes. C'est peut-être un peu facilité quand même par une structure hiérarchique un peu différente. Mais le principe est le même. On a inventé dans les années 2012 des systèmes d'analyse, de process, de façon de faire qu'on a automatisé. Il a fallu les implémenter dans 70 pays et on l'a fait avec des budgets qui ont été respectés à la lettre et des timings qui étaient en moins d'1 an, puisqu'on voulait éviter d'avoir 2 systèmes sur des différents endroits du monde. Et donc tout ça, c'est très compliqué. Ça ne se fait que par une grande anticipation, beaucoup de communication avec les zones, qu'on se mette tous d'accord sur ce qu'on veut faire, on a des steering committee. Et à partir de là, on déploie. Et au moment où on déploie, c'est sûr qu'on ne va pas demander l'avis de tout le monde pour savoir ce qu'ils pensent, parce qu'ils pensent tous quelque chose. Mais le problème, c'est qu'ils ont été représentés par d'autres qui ont décidé. Et après, ça continue. Et c'est évident qu'entre ce qu'on a inventé en 2012-13, implémenté en 2014, a beaucoup changé. Et on continue à développer, puisque tout le monde demande quelque chose, c'est évident. Et donc, il y a cette structure de transformation qu'on a, remonte l'ensemble des besoins des pays, et on hiérarchise de manière extrêmement précise à travers les coûts, les intérêts. Alors, je suppose qu'on n'a peut-être pas des héros, il n'y a pas forcément de la finance derrière, de l'argent derrière, mais l'intérêt stratégique le plus rapide pour faire quoi. Et c'est vrai que tout à l'heure, je ne sais pas si j'ai été clair quand on disait qu'on n'a pas changé les budgets, on passe notre temps à hiérarchiser les projets. Et les budgets, ils sont limités. C'est évident que quand le groupe il fait moins 11,7 de croissance à fin juin, on ne va pas exploser les budgets d'investissement pour autant. Donc on coupe ce qui nous paraît le moins utile, on reporte dans 1 an, dans 2 ans, mais on conserve en pourcentage du chiffre, etc., nos enveloppes, on conserve les projets. Il n'y a pas des projets qui sont nés qu'on n'avait pas vu arriver. Par contre, on priorise d'autres projets dans la mesure où il faut bien qu'on fasse pour prioriser ce qui est en train de marcher aujourd'hui. Donc, je parle surtout digital. Donc, c'est sûr que s'il y avait des grands projets de réfléchir à une façon différente de faire du brick and mortar, ça peut être intéressant dans un moment où il est très négatif. Ouais. Enfin bon, c'est pas le cas. Pour l'instant, c'est plutôt haro sur le digital et il y a des choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire qui remontent partout dans le monde. On n'a pas en France le monopole des bonnes idées. Nous, chez nous, tout ce qui est plutôt, je dirais, actuellement en Chine et aux États-Unis porte les idées de priorisation de tout ce qu'on a en termes de transformation. By the way,
on ne fait pas non plus la transformation à Paris intramuros. Hein. C'est pas, on a des hubs décentralisés sur les zones qui bossent sous la direction d'une seule et même personne à Paris qui est dans mes équipes. Hein. Mais c'est transparent. C'est un process qui est itératif. C'est partagé régulièrement tous les mois. On est à 14h à 16h. On a des réunions qui réunissent une quarantaine de personnes dans le monde qui sont tous les postes de CFO importants, sur lesquels ces gens-là viennent expliquer où on en est, qu'est-ce qui se passe, les problèmes. Et donc c'est très transparent pour tout le monde. Karine, donc cette histoire de Big Bang. Je voudrais juste revenir, parce que c'est très intéressant sur ce que disait Régine, et finalement on se rend compte qu'on a, malgré le fait qu'on évolue dans des univers différents, on a quand même beaucoup de parallèles, et notamment par rapport au fait, alors on est peut-être moins dans le consensus que dans le privé, certes, mais ce besoin en fait d'avoir l'adhésion en fait des utilisateurs qui sont et le fait de devoir les intégrer dès le départ, alors même qu'on est avant même oui, parce que voilà. oui, et oui, parce que sinon in fine ce sont eux qui les utilisent, et si on n'a pas leur adhésion dès le départ, c'est presque un projet mort-né. Oui, mais est-ce que c'est pas en contradiction avec le Big Bang Non. Non. Justement, c'est pour ça que non, parce on met en avant sans arrêt la recherche. Si on veut aller des très vite et être efficace, il faut être inclusif. Exactement. Et c'est ça en fait, je pense, le succès d'une transformation réussie, c'est le fait d'être inclusif, mais dès le départ. Et c'est souvent, et c'est pour ça que je suis contre, les quick wins. Les quick wins, ça fait pas de mal en soi, mais une succession de petites évolutions. Je suis pas favorable de manière générale. Je trouve qu'on a beaucoup moins d'impact que alors on peut l'appeler Big Bang, ou ça peut faire peur, mais en tout cas voilà, une transformation beaucoup plus inclusive, traitant de tous les domaines. Et aussi pour revenir, je pense que c'est par rapport à l'outil. Je vois beaucoup trop de cas où on confond la transformation digitale. On a un super outil, on est super emballé par l'outil digital, etc. Mais en fait, je dis, mais quel est le besoin ? Et là, souvent, on a parfois du mal, le honneur du projet qui avait l'air fabuleux, parfois du mal à relier le besoin. Il avait rencontré un bon vendeur en face. Alors en fait, donc je dis non, en fait, il ne faut pas trouver une utilité à un outil, mais répondre à un besoin par un outil. Et ça, c'est aussi, je pense que c'est un peu ce que vous disiez quelque part. On ne peut pas juste dire, j'ai l'outil, on va trouver une utilité. Ça marche jamais non plus. Gauthier, question à Régine. Ce qui m'intéresse justement dans ce mode de consensus, finalement de construction du projet, comment ça s'applique pour le pilotage, je dirais, de la feuille de route, c'est-à-dire les prochaines étapes, comment vous les construisez? Est-ce que ça remonte du terrain un petit peu comme vous l'évoquiez? Il y a une comitologie très très complexe que nous avons mise en œuvre, qui part, on va dire, tout simplement avec des utilisateurs qui remplacent des fiches pour remonter leurs idées. Bon, alors, on les jette ou on les prend, mais parfois c'est assez basique, qui réunit, pour vous donner une petite idée, ce qu'on appelle un groupe permanent des experts, qui se réunissent pour regarder justement ces fameuses fiches en dehors de celles qui ont été jetées pour voir ce qu'il y a à reprendre. Bon, ça c'est une comitologie. Mais on en a bien d'autres. Il y a des clubs utilisateurs aussi, mais ça c'est aussi assez classique en tant que... Mais c'est encore pas la même chose que l'autre. Il y a aussi ce que j'appelle, alors c'est par thématique, des groupes par cercle de réflexion. On réunit les opérateurs de dématérialisation de la place française. Régulièrement. Ça, c'est pour ce qu'ils veulent, ce qu'ils attendent, etc. Ou on réunit aussi les représentants des collectivités territoriales. Ou vous voyez ce que je veux dire? Ça se fait par type d'utilisateur, par représentant d'utilisateur, par terrain, par club d'utilisateurs. Et puis, on a aussi d'autres réunions plus récurrentes qui portent sur le fonctionnement courant, sur le support, sur des tas de choses, qui vont toujours remonter. Et parallèlement, on peut dire qu'il y a aussi des feuilles de route techniques, parce qu'il y a aussi, si vous voulez, la nécessité, quand on en gère un gros SI, on ne peut pas garder les mêmes outils, les mêmes sous-bassements, la même technologie. Donc il y a aussi ce qui vient irriguer d'un point de vue technique. Et puis, à un moment donné, on les présente à tous les niveaux. Ça dépend comment ça se passe. Il y a un comité technique, il y a un comité plus stratégique, il y a le comité d'orientation stratégique qui réunit les directeurs des affaires financières de chacun des ministères, par exemple, là qui va regarder. Mais avant, il y a eu tout un travail qui a remonté, qui a irrigué. Donc en fait, on n'impulse pas, on a une idée, on la prend.
c'est plutôt essayer. Et puis, je vais vous dire, on a toutes les sociétés de la place qui nous conseillent utilement, bien évidemment, avec des idées absolument géniales. Je rigole. Non, mais on voit bien. Là, tout le monde a compris. Gauthier, encore une question sur ce sujet, puis ensuite on va aller sur la RSE. Et alors du coup, pour nous faire un peu rêver, la prochaine étape importante Faire rêver. Je ne sais pas, je pense, est-ce que la facturation électronique interentreprise, on va la mettre en place en France? Au jour d'aujourd'hui, je ne saurais le dire, puisque ça va être débattu, ça va être au Parlement, donc je ne saurais vous dire, mais ça pourrait être un projet qui apportera un gain important pour l'ensemble des entreprises, surtout les petites, je crois. Il y a quand même... Et au-delà du gain, en termes de délai de paiement, mais c'est pas ça. C'est en termes de transformation des processus. Alors, c'est qu'un petit bout de processus, la facturation, mais ça tire le reste. Nous, on l'a vu pour l'État, ça tire d'autres choses, parce que sur le papier, la facture, c'est quand même quelque chose. Et puis derrière, c'est aussi éviter des déclarations, éviter plein de soucis. Et je pense qu'il y a de l'économie de ressources humaines au profit d'activités sans doute plus intéressantes, parce que la plupart des entreprises, leur activité fondamentale, c'est pas de s'occuper de la fonction finance, c'est plutôt que la fonction finance bénéficie de leur essor. Et ça, je pense que ça pourrait y apporter. Ça vous a fait suffisamment rêver? Oui. Arnaud, je vous ai vu réagir sur la dématérialisation des factures. L'Oréal accepte que même ces tout petits fournisseurs envoient des factures dématérialisées. Il y a beaucoup de grandes entreprises qui continuent à les soumettre au papier quand même. L'Oréal, comme toutes les grandes entreprises, on fait tout ce qu'on peut en termes d'exemplarité pour payer les fournisseurs. On entend en permanence qu'il y en a 25% qui font faillite à cause de conditions de règlement. C'est une réalité, Arnaud? J'en sais rien, c'est ce qui remonte des... Ah oui, vous affirmez, oui, c'est une réalité. Moi, je vous dis, en tout cas, c'est ce qu'on entend, donc on pense que c'en est une. La question, c'est que malheureusement, quand on regarde aujourd'hui, avec tous les efforts qu'on fait, il y a toujours des problèmes. Pourquoi? Il y a beaucoup trop de factures papier qui arrivent. Et le problème, c'est pas de payer la facture. Et on n'a pas de problème de cash, donc c'est vraiment pas pour essayer de faire mal à quelqu'un ou d'arranger nos délais de paiement. Ça n'a aucun rapport. La difficulté aujourd'hui, c'est la facture qui n'est pas parvenue. On a une relance, mais on n'a jamais reçu la première facture. Et donc on pousse évidemment partout. D'abord, on a énormément poussé sur ces histoires de factures PDF, qui à un moment était en France pour des raisons fiscales. Il y a toute une complexité française qui n'existe nulle part ailleurs, qui est extraordinaire. Tout est fait pour pas payer et pas payer à l'heure. Et en revanche, on vient vous expliquer après que c'est très grave qu'une entreprise comme L'Oréal ne pourrait pas payer correctement ses fournisseurs. On suit ça comme le lait sur le feu. Quand on a des remarques de la DGCCRF, on peut expliquer tous les cas, mais dans tous les cas, c'est soit des process trop longs, soit des gens qui sont pas capables, des fournisseurs qui sont petits, qui n'ont pas les moyens, ce que vous dites tout à l'heure, qui n'ont pas trouvé utile de passer à la dématérialisation. Donc d'un seul coup, ils envoient la facture, non pas à la comptabilité, mais au gars du marketing qui a fait un truc, qui lui a oublié dans son tiroir, et on se retrouve à récupérer la facture 2 mois plus tard, à dire mais comment ça se... nous on la paye tout de suite. On sait qu'il nous faut X jours pour pouvoir la payer avec un niveau de sécurité, etc., qui est normal dans une grande boîte, et pour autant, on subit tous ces retards. Donc je trouve que le truc il est un peu malsain. Donc moi j'entends ça à l'instant, poussez surtout, n'hésitez pas, mais alors poussez encore plus fort, histoire qu'on interdise les factures papier, comme ça sera très simple, les gens se mettront tout au PDF et ça sera possible. Et je voudrais revenir sur ce que vous disiez. Enfin juste d'un mot, mais ça coûte rien de faire une facture PDF. Non, ça coûte rien. Et ça permet, au moins on est certain de la traçabilité, on sait très bien ce qui se passe, on est capable de les prévoir. Je voudrais simplement en 2 secondes dire une chose sur cette histoire de prévision, qu'est-ce qui va faire rêver, etc. Je pense que dans beaucoup de boîtes, tout le monde fait la même chose. Je pense que chez Ikea, c'est la même chose. On a longtemps travaillé sur la vision finance 2020. Bon, et pas de chance, là, on est en 2020, c'est presque fini. Donc, on est tous en train de bosser depuis maintenant presque un an et demi sur la finance à 2030. Et on fait ce qu'on appelle des streams de quels sont les prochains sujets. Et donc, on réunit une cinquantaine de personnes dans la fonction finance, dans tous les métiers, les usines, tout ce qui est supply, etc. Et on essaye de définir quels sont les prochains sujets. Et donc, c'est pour le pendant du RSE dont vous allez me faire parler à l'instant. Je pense que les délais de paiement peuvent y rentrer. En l'occurrence, c'est plutôt dans des problèmes de traitement au sens large, pas que les factures. Mais un d'entre eux est en effet la finance et le RSE. Donc la vision, elle est large sur à peu près tous les sujets. Et en effet, on travaille là-dessus avec beaucoup de nos consultants, en rigolant, méchamment, comme d'habitude, en étant un peu taquin. En même temps, ils nous apportent de grandes idées. Et ça nous permet de réfléchir, de benchmarker avec d'autres boîtes, etc., etc. Et on fait ça en permanence.
Un mot sur cette question de facture, dématérialisation, délai de paiement, parce que ça va être, c'est parti d'ailleurs, enfin c'est en permanence une grosse pression sur les directions financières, et ça va l'être de plus en plus, et en sortie de crise, voilà, la DGCCRF va être sans doute encore plus exigeante qu'elle ne l'a jamais été. Un mot là-dessus, Karine ? Non, enfin, je suis complètement alignée. Je pense que c'est donner aussi l'opportunité aux petites entreprises de se mettre à niveau et de pouvoir rattraper un peu cette transformation. Et je pense que ce serait vraiment aussi utile, alors pour les grands groupes certes, mais aussi pour les petites entités. Tout à fait. Bon, RSE, Arnaud, vous avez nommé, il y a peu de temps d'ailleurs, parce que d'ailleurs vous insistez beaucoup sur « oh là là, de quoi vous allez me parler, c'est une feuille blanche, etc. » Oui, enfin c'est quand même le fruit d'un certain nombre de réflexions. Une Chief Finance Sustainability Officer. Qu'est-ce que c'est ? À quoi ça sert ? Comment ça marche ? J'espère qu'elle le sait. C'est une dame, en effet. Ancienne directrice des achats, d'ailleurs. Je trouve ça très intéressant. L'Oréal est depuis de nombreuses années engagé sur tout ce qui est responsabilité. Et donc, on communique beaucoup sur un programme qu'on appelle Share Beauty with All, qui regroupe beaucoup de sujets sociétaux, environnementaux, etc., etc. Donc, nous, on communique beaucoup là-dessus. La question qui se posait à un moment, c'est et la fonction finance dans tout ça. Donc, on observe depuis un certain nombre d'années des groupes qui communiquent lorsqu'ils disclosent leurs comptes sur un BNPA ajusté, des éléments CO2. Bon, pourquoi pas. La seule question, c'est qu'actuellement, c'est pas normé, c'est pas précis, ça change d'un pays à un autre. C'est Danone qui a fait ça, notamment. Danone qui a fait ça, qui donc précise dès qu'elle a déjà publié son REX, son résultat d'exploitation et son BNPA premier semestre 2020, qui a été donc fait en précisant ce genre de choses. Bon, ok, très bien. Donc pour l'instant, c'est toute la partie, je dirais, sustainability du groupe qui communique là-dessus. Qu'est-ce que peut faire la finance là-dedans ? Il faut qu'on se mette d'accord. Et il commence à y avoir des choses qui sont en train de germer au niveau mondial sur une façon de faire. Et c'est ça qu'on essaye de faire en se disant, on a un projet d'un One ERP en démarrage pilote avril 2022, qui va faire un Big Bang, puisque aujourd'hui on a quand même 21 plateformes et 70 transactionnels différents dans le monde. Et à ce moment-là, on voudrait être prêt d'intégrer l'ensemble des travaux sur lesquels on travaillerait maintenant, qui deviendraient automatisés à partir de cette date. Et qui nous permettrait donc de faire quelque chose qui ne soit pas déclaratif simplement, qui soit manuel, qui soit avec un papier et un crayon. C'est pour ça que sa feuille de route, elle est sans papier, sans crayon, pour éviter que ça devienne un truc manuel, pour essayer de faire comme tout le monde. Donc on aimerait l'intégrer dans notre façon de travailler du futur, en créant de nouvelles idées. Alors, il y a des idées très intelligentes qui sont sorties, du style, vous faites un investissement, mais cet investissement, il a un intérêt par rapport au même type d'investissement, mais quelques années avant, parce qu'il apporte quelque chose sur le plan du RSE. Donc la question, c'est quoi et comment je le valorise ? Et si ça, je fais ça sur les milliards d'investissements qu'on fait dans le groupe L'Oréal, d'un seul coup, je peux me retrouver avec une vision dynamique de l'impact financier que peuvent avoir sur les comptes du groupe. Non pas l'impact financier en valeur absolue, puisque à la limite, aller dire on a supprimé les voyages de grande distance parce qu'on a fait un travel ban depuis le mois de mars, en gros, chez L'Oréal, donc on économise tant de kilos de CO2. Bon, c'est plutôt passif que actif, puisque globalement, dès que ça va recommencer, on va sûrement recommencer aussi. Donc, mais par contre, se dire aujourd'hui, quand on dit qu'on va avoir des usines qui sont carbone free à l'horizon 2030, la question c'est quoi comme impact financier dans les comptes du groupe et comment ça se mesure par rapport au résultat d'exploitation. Donc c'est ça qu'on est en train de faire, et comme je vous disais, c'est tout ce qu'on appelle le développement durable, c'est aussi au-delà de la mode, c'est aussi des choses où on se rend compte qu'une grande entreprise a une responsabilité et elle peut faire changer les choses. Nous, on vend quand même beaucoup de produits dans lesquels il y a du plastique. Comment on pousse à faire d'autres types de packaging, de manière à être capable de faire accepter des packagings différents, de manière à montrer la réduction qu'on fait d'usage des plastiques, comment on recycle les plastiques, etc. etc. Donc, on vend des milliards de flacons dans le monde. Donc, on serait plutôt ennuyé qu'on les retrouve dans les mers ou à côté des tortues, quoi, si vous voulez. C'est super intéressant, mais pour en rester à la finance, il se trouve que j'ai eu la chance d'interviewer Jean-Paul Agon à plusieurs reprises, et cette histoire, donc, c'est, alors pour le coup, vraiment au cœur de sa stratégie depuis maintenant quelques années, ça c'est très clair. Mais ça fait au moins 10 ans. Encore, il y a 3 mois, il me dit, je ne veux pas savoir combien ça coûte. Et donc, en fait,
on comprend évidemment bien cette démarche aujourd'hui, mais à un moment, en fait, cette démarche, elle n'est plus durable en elle-même. C'est ça le sujet, Arnaud. Il faut absolument, à un moment, chiffrer un impact pour pouvoir rentrer dans une stratégie durable là-dessus. Très franchement, je pense pas. Hein. Je pense que, comme le dit Jean-Paul, c'est plutôt une volonté de faire quelque chose avec un vrai résultat. Parce qu'il n'y a pas que ces problèmes de plastique, par exemple. Il y a aussi des enjeux sociétaux. Combien de centaines de milliers de personnes on fait vivre dans le monde à travers nos sous-traitants, etc., dans la façon de faire. Combien de sociétés, micro-sociétés, dans certains pays qui fabriquent des matières premières, on soutient, ne serait-ce que parce qu'on les utilise pour travailler avec eux. Donc il y a tout cet aspect on peut toujours mesurer tout. La question, encore faut-il que ça ait un intérêt, et encore faut-il que ça ne soit pas de la démagogie. Oui, mais c'est pour ça que tu veux le faire rentrer dans des données dures. C'est pour ça, voilà. Parce que dans un budget. Moi, je vois beaucoup de choses, je lis beaucoup de choses, et on se dit, bon, ok, on peut complexifier à outrance pour essayer de sortir des indicateurs que personne ne comprend. La question, c'est comment on accompagne ce mouvement, parce que quand Jean-Paul dit, je ne veux pas entendre parler de ça a un coût. En même temps, on a quand même quelques petites contraintes de coût. Hein. Donc la problématique, je pense qu'intellectuellement, je comprends très bien ce qu'il veut dire. C'est-à-dire qu'il faut le faire. Voilà. Et puis maintenant, up to you les gars, il faut trouver des solutions qui soient économiquement viables. Mais il faut le faire. On ne dit pas on va le faire que si c'est rentable. On dit on le fait. Et puis maintenant, quel est le moins stupide et comment faire pour que ça soit une équation économique qui soit viable. Et très honnêtement, on y arrive. Hein. On n'est pas en train de mettre en péril le groupe en essayant d'avoir des usines propres. Hein. C'est pas du tout le problème. Et simplement, c'est des choses qu'on faisait pas avant. Mais au moment où vous renouvelez des investissements, vous en faites qui sont des investissements qui vont apporter le fruit de l'objectif stratégique qu'on a, plutôt que de faire de la routine de remplacement d'investissement, par exemple. Mais je continue à penser quand même qu'à partir du moment, et je pense que c'est ce que tu veux faire, qu'à partir du moment où c'est rentré dans des données en économie, on dit des données robustes, ça assure la continuité aussi de cette stratégie. Moi, j'en suis convaincu, et c'est ce que je te disais la dernière fois. Je pense que il ne faut pas rater l'opportunité. Donc, avec Christophe Babule, qui est le CFO du groupe, on s'est mis tous les deux, on s'est dit, il n'y a pas de solution, c'est maintenant qu'il faut le faire. Et pourquoi cette personne? Parce qu'en tant que patronne des achats pendant un certain temps, dans le groupe, elle a été en contact avec tous les sous-traitants qui fabriquent des matières premières, les chimistes, etc., de boîtes qui sont déjà très branchées sur tout ce qui est développement durable. Et donc, nous, ayant des contraintes très fortes en Cherry Beauty with All, elle s'est retrouvée dans les négociations avec des fournisseurs qui devaient se mettre au diapason pour pouvoir travailler avec nous. Et donc, c'est cet accompagnement, ce travail qui a été fait pendant des années, qui a permis d'arriver au résultat qu'on a actuellement, puisqu'on est en train de donner les résultats des ambitions qu'on avait il y a 10 ans par rapport à la réalité aujourd'hui. Et on le fait avec beaucoup de pragmatisme et d'honnêteté et de transparence, puisque c'est audité, by the way, par Deloitte et Price, sur la façon, justement, dont les chiffres qu'on annonce sont réels par rapport aux ambitions. Et on n'est pas à 100% partout, pour plein de bonnes raisons d'ailleurs. Mais en l'occurrence, on voit des efforts considérables. Et donc on en a pris de nouveau plus drastiques pour 2030. Maintenant, il y a 10 ans pour y aller. Et d'où l'intervention de Jean-Paul, d'où la stratégie qui est développée. Et nous, en finance, on se dit qu'on a intérêt, parce que ça va devenir de plus en plus compliqué, il faut être, à mon avis, de plus en plus précis dans ce qu'on va annoncer. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont pas accepter qu'il n'y ait pas de normes internationales claires sur le sujet et que chacun peut raconter ce qu'il veut. Donc, dès que ça va arriver, comment on fait? Parce qu'à ce moment-là, on va se retourner vers nous en nous disant, alors les gars, vous êtes d'accord sur les chiffres? Tout à fait. Bof, ça dépend. Donc, pour éviter ce genre de choses, c'est maintenant qu'il faut prendre le train, parce qu'on a un an et demi pour les développements qu'on est en train de faire sur 2021, pour être capable, au moment du lancement de ce nouvel ERP, de pouvoir avoir les indicateurs qui soient en dur, comme vous dites à l'instant. Karine, évidemment au cœur de la stratégie d'IKEA. Alors, je crois que vous n'en êtes pas aussi loin, mais cette idée que c'est la finance... Moi, le sujet qui m'intéresse là, c'est la finance qui doit s'en occuper pour que véritablement il se passe quelque chose. Voilà, c'est ma conviction profonde. Je suis pas tout à à fait d'accord en fait. Alors allez-y, je vous en prie. Moi non plus. Je suis pas tout à fait d'accord. Je pense que chez nous, en fait, c'est nos CEO nos patrons de pays, nos CEO sont également CSO, donc Chief Sustainability Officer. Donc ils ont cette double casquette. Et donc je pense que c'est eux qui le portent le mieux. Alors pourquoi? Parce qu'on a une historique chez Ikea au niveau un groupe nordique, et c'est l'agenda sustainable est très très haut et très très ambitieux, et ça depuis très longtemps. Donc moi je dirais que le problème est inverse aujourd'hui. On a fait beaucoup de choses. En France, on produit 131% de notre énergie à partir d'énergies renouvelables. On a 56 000 panneaux photovoltaïques, 7 parcs éoliens. Enfin, on fait énormément de choses, 5 000 références sustainable. Mais par contre, on le dit pas. On le dit pas, on le mesure pas. Ah ben voilà. Voilà.
c'est Et différent. donc, c'est là, je pense, où la finance doit rentrer en jeu. Parce que, non pas pour justifier, puis à la fin, in fine, trouver un intérêt financier à ces initiatives, je pense pas. Mais je pense surtout pour justifier et mesurer l'impact. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tout simplement, et il y a différentes dimensions, et ça va au-delà du RSE, je dirais, de la partie législative. Il y a l'impact sur nos clients, parce qu'aujourd'hui, je pense plus que jamais, les comportements d'achat de clients, enfin, ont complètement changé, et il faut qu'on mesure. Est-ce qu'on est toujours, est-ce qu'on les satisfait toujours, est-ce qu'on arrive toujours à faire un client heureux ? Ça, je pense que c'est déjà aussi important, et ça rentre aussi chez nous, en tout cas sur la partie finance, dans les KPIs que nous mesurons. Il y a évidemment nos collaborateurs. Je pense que c'est hyper important aussi dans le contexte actuel. On en parlait juste avant. Les nouvelles ways of working. Comment est-ce que nos collaborateurs aujourd'hui sont heureux au travail et ont du sens ? Est-ce qu'on arrive à leur donner du sens à travers leur travail ? Ça se mesure aussi. Et ça, en finance, on le mesure. Il y a la partie aussi, bien sûr, financière. Alors, ça, on ne va pas revoir tous les indicateurs qui existent. Ceux-là, ils sont bien toujours présents et ils sont toujours au cœur de nos préoccupations, ça c'est certain, mais ils sont vraiment alignés, et bien sûr la partie sustainable, plutôt RSE que j'oubliais, mais avec des indicateurs, comme vous le disiez, qui sont... Voilà, on peut challenger, je suis complètement d'accord. Pardon ? À la mano, indicateur à la mano. Oui, voilà. ou en tout cas... qu'on peut challenger. Non, mais c'était très bien. Voilà. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, je pense que le rôle du financier, c'est de vraiment mesurer l'impact de l'entreprise au-delà de l'impact financier. Et je pense que chez IKEA, c'est ce qu'on a mis en place, mais c'est encore récent, hein, c'est cette année. Donc c'est ce qu'on appelle les Value Creation Goals. Et c'est vraiment les 4, et vraiment, je crois, je mens pas, les 4 sont sur le même pied d'égalité, je dirais, avec des responsables, des noms. C'est-à-dire qu'on a le CEO Group, par exemple, qui est responsable de tel KPIs. Et c'est décliné au sein de chaque pays et au sein de chaque unité. Donc de chaque magasin. Alors évidemment, on n'a pas le même nombre de KPIs en fonction de l'échelle, et puis surtout de l'action, enfin du pouvoir qu'on a d'agir sur ce KPI. Et ça, c'est évidemment très très important. Mais je pense que là, la fonction finance a un vrai rôle pour la fixation des objectifs et la capacité de mesurer où est-ce qu'on veut emmener l'entreprise. En fait. Donc on est d'accord. Alors d'accord, si vous voulez, on est d'accord. Arnaud, mais il aurait J'ai fait tout ce discours, puis finalement on est d'accord. Mais on dit la même chose en fait. Les journalistes sont toujours d'accord. C'est vrai. On en parle après. Fondamentalement, c'est pas forcément la fonction finance qui doit être à l'origine de tout ça. Et je trouve que c'est sans la fonction finance. Nous, chez L'Oréal, il y a des programmes de développement durable. Ils n'ont pas attendu la finance pour faire. C'est des organisations qu'on a mis en place. D'accord. La question, c'est à un moment, la finance peut intervenir. Et la question, à quel moment ? Il y a des boîtes dans lesquelles la finance est intervenue depuis un moment. Je ne répète pas ce qu'on a dit tout à l'heure. Maintenant, nous, on est en train de faire ça au niveau de la finance maintenant pour les raisons que j'ai évoquées. Un mot, Gauthier, qui sera la forme de conclusion. On est au bout. Il y a la dimension mesurée justement, ces impacts RSE, People, Planet, Profit, etc., qui incombent à la finance, ça, on le voit beaucoup. Et c'est aussi crédibilisé. Parce que l'attente, elle est forte. Il y a beaucoup de choses qui sont dites, qui sont publiées, alors soit avec les meilleures intentions du monde, mais parce que c'est calculé de manière pas toujours normée, pas toujours facile, et souvent a posteriori. Et puis parfois avec des intentions, on parle parfois du greenwashing, des intentions un peu plus, je dirais, de façade. Donc il faut que la finance s'y implique pour crédibiliser justement cette dimension et le reporting de ces différents indicateurs. Parce que sinon, vous allez avoir ce qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire que dès l'instant où il y a un indicateur qui est corrigé d'un effet RSE, systématiquement, l'indicateur est meilleur qu'avant la correction RSE. C'est là où ça fait rêver. Exactement. Merci Arnaud. Merci à vous, merci à tous. Gauthier Rich, associé transformation pour Deloitte, Karina Vass, directrice générale d'IKEA France, Arnaud Legrain, DG Finance opérationnelle de L'Oréal, et Régine Diani, directrice de l'Agence de l'informatique. Pour l'informatique financière de l'État. Pour l'informatique financière de l'État. Mais merci infiniment. Future of Finance qui continue, les amis, avec l'ensemble donc des ateliers que Gauthier vous a présentés et auxquels vous allez pouvoir participer, notamment par le chat. À bientôt.